18h Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. Plaisir immense de vous retrouver pour votre programme Le Grand Soir. Le Grand Soir qui, justement, ce soir reste en introduction sur cette annonce du délégué général à la Sécurité nationale. Une annonce qui soumet désormais les hauts responsables étatiques à une autorisation avant de pouvoir quitter le pays. Nous en parlons ce soir et interrogeons la pertinence, que dis-je, l'orientation de cette décision. Est-ce qu'il y a un vent d'épervier qui revient souffler sur le continent camerounais? Est-ce qu'il y aurait des dossiers contre ces hautes personnalités? Nous en parlons en introduction de ce plateau du Grand Soir. Nous irons aussi session d'ouverture. Alors, session parlementaire de mars oblige du côté de l'hémicycle de Ngouakele, où là-bas, nous avons des informations fraîches, toutes chaudes qui nous parviennent du discours d'ouverture lu par la doyenne d'âge Laurentine Nkwafege, qui justement est revenue sur un ensemble de griefs, apporté un ensemble de griefs notamment à l'encontre de ses collègues députés qu'elle accuse d'absentéisme invétéré. Pourquoi les députés sont absents? Nous en parlerons ce soir en thématique numéro 1. La doyenne d'âge aussi est revenue avec un certain nombre de questionnements. Elle a questionné les 4 ans de mandature actuelle. Elle a posé la question de savoir qu'avons-nous fait de ces 4 ans passés à l'Assemblée nationale. En filigrane, elle pose la question du député face à la responsabilité qui lui est confiée par le peuple. Nous en parlerons ce soir. Nous terminerons aussi cette édition du Grand Soir avec cette visite surprise du côté de Obac. C'est dans la périphérie de Yaoundé. Et oui, le président de la République y était justement au sein de cette formation hospitalière de premier plan. On va ensemble épiloguer sur cette visite inopinée, c'est le terme qui a été utilisé du président Paul Biya dans cette formation hospitalière. On va voir si c'est une coïncidence, si alors c'est une simple visite ou justement c'est la campagne présidentielle 2025 qui est lancée avec ce clin d'œil à un corps social parfois négligé, parfois méprisé, que sont les médecins au Cameroun. Mesdames, messieurs, voilà le menu qui vous attend ce soir pour cette deuxième production du Grand Soir de la semaine. Nous sommes en direct pendant presque 1h52. Une fois que je l'ai dit, mesdames, messieurs, je prends la respiration avant bien évidemment la présentation de ceux invités ce soir qui sont déjà en plateau avec nous. A tout de suite. Retour sur le plateau du Grand Soir et justement pour nous accompagner et analyser les différentes thématiques à vous présenter, mesdames, messieurs, nous avons convié sur ce plateau des personnes et même des personnalités de premier plan qui justement vont partager avec nous leur vécu, leur expérience de la chose politique et même de la chose enseignante, si je peux me permettre l'expression. Alors la toute première que je m'en vais présenter est UPCiste. Il a surtout la particularité d'être ancien député. Étienne Soman nous fait l'honneur et l'amitié de sa présence. Je voulais dire honorable Étienne Soman. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Je vais bien. Je suis content de retrouver Info TV. Oui. Permettez-moi de dire bonjour aux téléspectateurs d'Info TV. Parce qu'il y en a qui m'ont téléphoné, ils m'ont questionné. Oui. Je ne comprenais pas pourquoi je ne revenais plus ici. J'ai dit que j'attendais que Mbarga m'invite, comme ça je reviens. Mbarga m'invitait et c'est moi qui déclinais parce que je n'avais pas le temps. Oui. Mais à cause de Mbarga, je suis revenu. Je vais vous dire pourquoi. Allez-y, parce honorable. Que je suis venu ici un jour et j'ai constaté que la dame qui était modérateur a invité quelqu'un qui était UP6, mais qui n'avait pas la qualité d'être secrétaire général de l'UPC. Alors, on va être précis. De quoi parlez-vous justement? Parce que là, vous nous amenez... Je voudrais m'excuser auprès de ces collaborateurs, ces téléspectateurs, pardon. Oui. Je voudrais m'excuser auprès d'eux pourquoi ils ne me voyaient pas. Donc, je lui avais dit que cette personne n'a pas la qualité d'être secrétaire général. D'autant plus que la décision était prise par le Conseil constitutionnel, la plus haute instance de notre pays, qui a cité ce monsieur nommément, qui n'a pas qualité. Alors j'ai demandé donc à cette dame de ne pas
l'inviter, mais il ne m'a pas écouté. Alors je lui ai dit, dans ce cas, je ne viendrai plus ici. Donc si vous ne m'avez pas vu, chers téléspectateurs, c'est ça l'objet de mon absence. Je vous prie de m'excuser. Maintenant, je viendrai quand Barga m'invitera pour parler des choses importantes comme l'Assemblée nationale. J'aime beaucoup quand on m'invite pour venir parler de l'Assemblée nationale parce que les Camerounais m'ont donné la chance d'être élu député de la Sénat maritime. J'étais content, je n'étais pas souvent absent, même pas du tout. Et donc, mes collègues qui y sont, je les encourage à continuer le travail pour que le peuple camerounais soit bien représenté. Merci honorable Soman. Ce n'est pas seulement Barga qui va vous inviter à Info TV. Nous avons une kyrielle de présentateurs qui font excellemment leur travail. Et la première que vous avez citée, Rosaline Guesselé, fait excellemment son travail. Et justement, on espère que le préjudice causé à l'entité politique qui est la vôtre a été réparé et que justement, vous serez là à chaque fois qu'un présentateur d'Info TV aura besoin de votre vécu en tant qu'ancien député et même de votre carrière politique en tant qu'éminent membre de l'Union des populations du Cameroun. Merci une fois de plus, honorable, d'être présent. Tout à ma gauche, je m'en vais présenter un autre politique. Lui, il s'exprime au nom du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Monsieur Émile Messi est parmi nous. Nous lui disons bonsoir, mais surtout bienvenue sur le plateau du Grand Soir. Merci de m'accueillir, Stéphane Barguet. Bonsoir. Bonsoir au copanel. Bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Et je suis content d'inviter à ce plateau, surtout pour porter la voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et je pense que, j'espère bien que nous allons passer des bons moments ensemble pour discuter, pour échanger sur les sujets du pays, pour que celui-ci avance. Merci à vous, Émile Messi. Rassurez-vous, vous êtes en plateau serein. Nous parlons des choses importantes du pays Cameroun. Nous sommes là justement pour construire avec vous et votre expertise et celle de tous les autres ce pays. Je vais vers ma droite avec le seul enseignant syndicaliste, j'aime à le préciser chaque fois que nous avons l'honneur de le recevoir sur nos différents plateaux, Michel Gabriel Chougem. Vous êtes le bienvenu. Bonsoir. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Je suis toujours très honoré et très, n'est-ce pas, content de savoir que je peux apporter ma contribution pour l'avancement des affaires de mon pays. Merci à vous, cher monsieur, d'être présent. Je termine avec un autre politique. Lui, c'est le Social Democratic Front dont il porte l'estampille sur ce plateau. Vincent Roger Aliman Barga, vous êtes le bienvenu. Bonsoir. Bonsoir Stéphane, bonsoir aux co-discutants. Bonsoir aux téléspectateurs, je renouvelle mes amitiés à tous ceux qui, naturellement, accompagnent la production de cette émission et mes camarades politiques du Social Democratic Front, naturellement, dont les élus sont à Yaoundé en la faveur de la session parlementaire. Ça va bien de ce côté? Le chairman, Joshua aussi, il s'est bien adapté. C'est pas facile de porter un parti après un homme comme Nidjon Fundi. Je ne dirais pas que ça va bien, qu'il s'est adapté parce que le challenge est permanent et il faudrait à tout prix qu'on ait des gens qui accompagnent l'action qu'il voudrait bien implémenter à la tête de ce parti. Et je suis d'avis qu'il est au four et au moulin parce que des fois, nous-mêmes, nous l'accompagnons dans certaines circonstances parce que c'est effectivement aussi ça l'engagement politique. Mais nous avons ce souci des élections qui peuvent venir à tout moment parce que le calendrier électoral nous donne moins d'une année si jamais nous sommes serein dans l'observation de celui-ci et les règles qui l'encadrent. Je crois qu'il est grand temps aujourd'hui de trouver qui peut porter des projets, accompagner le Social Democratic Front au niveau local et naturellement au niveau de l'exécutif. Chez vous, il n'y a pas de candidat naturel? Le candidat naturel, je crois que ça n'existe pas dans notre registre parce qu'effectivement, nous prenons l'égalité de chance à tout le monde. Ça veut dire que quelqu'un pourrait combattre le chairman Joshua aussi aux primaires chez vous? Pourquoi est-ce que vous voulez, comme on dit, transgresser une loi qui est célébrée à travers les organisations auxquelles nous faisons membres? Nous sommes à l'International socialiste, nous sommes membres d'un certain nombre d'organisations qui
doivent promouvoir cette expression démocratique et je crois que ce n'est pas au sein du parti que nous allons refuser. Il y a effectivement trop de postes à occuper au point où nous sommes même très peu nombreux. Si nous regardons depuis que le parti a existé, je crois que nous n'avons pas encore eu les anciens ministres, nous n'avons pas un certain nombre de postes prévus dans nos statuts. Il faudrait bien qu'on ait ces gens-là qui peuvent accompagner le projet et faire en sorte que des élus nous ayons à l'appel et que ce soit au niveau municipal, à l'Assemblée nationale, au Sénat, que ce soit au niveau des conseils régionaux. Je crois qu'il est grand temps de s'approprier le SDF parce que si nous ne nous préparons pas à mouiller le maillot, je crois que nous allons subir le diktat des autres. Merci Vincent Roger Alima Barga pour ce bref rappel de la situation du côté du Social Democratic Front. Mesdames, Messieurs, une fois les présentations terminées, tout de suite nous entrons dans le vif des débats avec ce qui tient lieu d'introduction. Justement, nous parlons de cette affaire, question de sécurité, qui désormais mêle et lie les hauts responsables et hautes autorités de la République à un visa, une autorisation pour sortir du pays. Alors, honorable, c'est vrai qu'en votre temps, cela était plus ou moins courant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous comprenez que pour sortir du Cameroun, lorsqu'on est un haut responsable, un ministre, un directeur général, peut-être, je ne sais pas si c'est le cas aussi au sein de l'armée, il faille désormais avoir un quitus qui précise les motivations de votre voyage, le séjour et bref, c'est que vous partez faire à l'étranger. Est-ce que c'est concevable? Non, je pense pour ma part que si le délégué général à la sûreté a introduit cet élément, c'est qu'il y a des informations que nous autres n'avons pas. Oui. Donc je ne peux pas apprécier convenablement cette décision. Sinon, je ne vois pas pourquoi un ministre qui devrait se déplacer, il lui faudrait absolument un visa de sortie. Mais si, sans critiquer fortement cette décision, je me pose des questions. Mais lui, délégué général à la sûreté, si nous avait donné toutes les informations, on pourrait apprécier sa décision. Maintenant, nous sommes dans l'expectative. Et c'est sûr que nous finirons par savoir pourquoi il a introduit cet élément. Mais pour le moment, vraiment, faire une critique ou accepter cette décision, ça me semble... Beaucoup s'interrogent sur le timing. Pourquoi justement maintenant nous sommes à l'orée d'une élection présidentielle qui est en train d'arriver? Il y a un espace politique plus ou moins serein. Bon, il n'y a pas beaucoup de bruit, à part quelques partis politiques qui s'expriment librement. Il y a justement une opération épervier que beaucoup pensaient, ou alors pensent en berne. Le timing, pourquoi maintenant aller justement soumettre les hauts responsables à une autorisation pour sortir du pays? Non, mais nous qui sommes des profanes, nous qui sommes des partis d'opposition, nous pouvons nous poser des questions. Certainement que le RDPC, lui, il est au courant de pourquoi on veut imposer maintenant aux hauts responsables leur autorisation de sortie. Bon, maintenant, lui, il nous dira quelque chose là-dessus. J'ai dit que si on avait les informations là-dessus, j'allais intervenir pour donner mon point de vue. Mais là, je vais parler comme un profane. Non, j'ai dit que avant, un ministre sortait, je ne vois pas pourquoi on va lui imposer un visa. Mais si on a imposé le visa, c'est qu'il y a quelque chose, anguille sous roche. Merci, honorable Soman. Si on impose des restrictions, c'est qu'il y a anguille sous roche. Émile Messi, comment est-ce que vous, en tant que citoyen, avez apprécié cette communication venue du délégué général à la sécurité nationale qui prescrit à tous les directeurs régionaux de la sécurité nationale, justement, l'application stricte de cette instruction, je suppose, présidentielle, qui voudrait que pour sortir, lorsqu'on est haut responsable au Cameroun, désormais, il faudra passer par le tamis de l'autorisation. Je crois qu'il faut situer, disons, cette action, parce que ce n'est pas le délégué général de la Sûreté nationale qui prend la décision. Je crois qu'il relaie tout simplement une instruction qui a déjà été prise quelque part. Nous savons tous que l'État a pris des engagements de réduire le train de vie, de réduire son train de vie.
Donc, c'est une mesure qui renforce la réduction du train de vie de l'État. Oui. Bien avant cela, rappelez-vous que sur haute instruction du chef de l'État, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, avait écrit au secrétaire général des services du Premier ministre, Oui. disant formellement que les évacuations sanitaires d'un certain nombre de hauts responsables, Oui. les directeurs généraux adjoints, les ministres, les PCA et tout cela, sont désormais conditionnés par une autorisation de la haute hiérarchie. Vous voyez? Et quand vous avez lu la lettre, là, il y avait bien l'ampliation du délégué général de la sécurité nationale. Donc, ça participe donc de la réduction du train de vie de l'État. Donc, le délégué général, justement, par rapport à ce courrier-là, vous vous rappelez très bien, du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui écrivait au secrétaire général du Premier ministre pour demander que désormais, on ne va plus sortir comme ça si on n'a pas obtenu une autorisation de la organisation en ce qui concerne les évacuations sanitaires. Oui. Pour les sorties des membres du gouvernement, bien évidemment, il n'y a pas un membre du gouvernement qui va sortir sans l'autorisation du chef du gouvernement, qui est le Premier ministre, pour des cas de mission. Oui. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Donc, pour dire que, et on va d'ailleurs revenir là tout à l'heure, avec le chef de l'État lui-même qui a commencé à aller se faire soigner à Oba, pour des consultations Il n'y ophtalmologiques. a que l'aspect réduction du train de vie de l'État que vous entrevoyez dans cette Oui, communication. moi je vous restitue des faits dans un communication. contexte où tout le monde sait quand même que Oui. il y a eu une correspondance sur haute instruction du chef de l'État parlant précisément des évacuations sanitaires d'une catégorie de personnes au fait de l'État. Ça veut dire que le ministre d'État LGPR lui-même s'est rendu compte qu'il y avait de la gabégie à ce niveau. Moi, c'est pour ça que j'étais parlé des mesures qui visent à réduire le train de vie de l'État. Vous savez que la vie coûte énormément cher en ce moment. Le carburant a augmenté. Il faut bien trouver des ressources additionnelles pour compenser tout cela. Or, si l'État continue à faire des dépenses exorbitantes, il y a un problème. Nous tous, nous sommes d'accord que l'État doit réduire son train de vie. Oui. Mais comment donc? Je crois que le chef de l'État a donc pensé que, forcément, ces évacuations de ces hauts responsables au fait de l'État coûtaient un peu plus cher. Et qu'il faudrait voir si sur place, il n'y a pas de cas que nos hôpitaux, avec tout ce qui a été fait, Monsieur pour le prendre en ministre, charge. c'est le cas d'espèce, ce n'est pas spécifiquement le cas des évacuations sanitaires qui est précisé dans la communication du délégué général. C'est pour ça donc que je vous dis que le prétexte ici, c'est la lettre, la correspondance du ministre d'État au secrétaire général. C'est ça, c'est son fondement. Oui. Parce que cette correspondance avait une ampliation au délégué général de la Société nationale pour des mesures précises. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire que les gens ne sortent plus. Mais vous verrez donc qu'il y a certainement le secrétaire d'État à la gendarmerie qui avait également eu une ampliation. Il y a également peut-être la surveillance du territoire et tous ces gens-là Oui. qui doivent donc encadrer cette décision-là. Donc le délégué général lui-même ne s'est pas levé pour dire que désormais, je veux traquer les gens qui vont sortir. Et je vous précise bien qu'il s'agit bien des évacuations sanitaires et non les membres du gouvernement qui, pour leur mission, dès qu'ils ont obtenu l'autorisation du Premier ministre chef du gouvernement, ils pourront aller en mission sans problème. Là aussi, ça ne sera plus des missions, il fallait peut-être avec une délégation, des gens, des dizaines de personnes. Tout sera également filtré pour réduire le train de vie de l'État. Je crois que c'est les informations que nous disposons Merci. en ce moment. Merci Émile Messi. Monsieur Chugem, le représentant du RDPC estime et précise dans ses dires que justement la correspondance du délégué général à la Sécurité nationale ne vise qu'à réduire les évacuations sanitaires fallacieuses et même prétentieuses, avec des cas qu'on peut gérer au Cameroun, mais dont certains hauts dignitaires de la République préfèrent aller devant un médecin étranger, mais des rumeurs persistantes font savoir qu'au-delà de cet aspect, il y aurait, on met le conditionnel avec, on met le conditionnel, il y aurait justement aussi des dossiers qui auraient été réactivés et qui justement peuvent amener à ce que certains hauts responsables soient contraints à une présence permanente dans la République camerounaise. Je confirme ce que vous dites. Il ne faut pas parler au conditionnel. C'est la réalité. Lorsque M. Émile Messi dit qu'il a parlé des délégations, des dizaines de personnes qui sortaient dans le pays, Émile Messi vient de dire des délégations de dizaines de personnes qui sortaient hors du pays. Pour des missions. Pour faire quoi?
toutes les missions. Et puis, séminaires, voilà, de ceci. la vérité, c'est que si aujourd'hui, le gouvernement, par le biais du chef de l'État, via le SGPR, prend cette décision qui met un terme aux sorties fantaisistes, ça veut dire qu'hier, c'était la gabégie, c'était des dépenses inutiles, c'était des détournements de fonds publics. Parce que je note que, à travers cette gabégie, à travers ces sorties, soi-disant pour se soigner, soi-disant pour remplir des missions gouvernementales, c'était des moyens, c'était des possibilités, n'est-ce pas? C'était des voies de détournement de fonds. On a vu des fonctionnaires qui ont 600 jours d'émission. Oui, beaucoup sont enrichis dans ces voies-là. Lorsqu'on sait que ici au Cameroun, il y a des projets qui piétinent. Je vais citer seulement l'Aslou Douala Yaoundé, qui dure depuis 10 ans et qui engloutit des dizaines de milliards chaque année. Le problème, voilà le stade au Pôle de Yaoundé qui traîne, qui boit de l'argent, qui engouffre des dizaines de milliards chaque année. Vous voyez, il y a beaucoup de projets qu'on peut citer comme ça. Oui. Mais il faut quand même dire que mieux vaut tard que jamais. Ça, c'est une décision qui aurait dû être prise depuis longtemps. J'ai dit bien mieux vaut tard que jamais. Parce qu'à travers cette décision du gouvernement, du chef de l'État, n'est-ce pas, il y aura ce qu'on appelle la réduction de la corruption. Il y aura la réduction, n'est-ce pas, des dépenses publiques. Comme l'a dit M. Messi, la réduction du train de vie de l'État, n'est-ce pas, ça permettra de faire des économies, de créer des emplois, si possible même augmenter les salaires des fonctionnaires et agents de l'État, résoudre le problème des enseignants qui dure depuis des décennies, et puis mettre également en exécution les travaux, n'est-ce pas, de reconstruction du Nouveau. Oui. Je veux rappeler cela. On va faire tout ça avec cette mesure. Ça peut contribuer, ça peut aider. Je dis bien que c'est une décision qui aurait dû être prise depuis longtemps, depuis fort longtemps. Oui. Mais je dis que mieux vaut tard que jamais. Si le président Biya, n'est-ce pas, avec le SGPR, prend conscience qu'il faut se rattraper, que les dépenses, n'est-ce pas, sont très énormes et qu'on peut revenir à des meilleurs sentiments, tant mieux. Tant mieux si, n'est-ce pas, le petit citoyen que nous sommes pouvons en bénéficier. Mais tant mieux. Merci, Monsieur Chugem. Monsieur Mbaga, alors de votre côté, la question elle pourrait être la même. Comment est-ce que vous appréciez cette orientation gouvernementale qui, selon les dires de Monsieur Messi, vise à réduire les évacuations sanitaires fantaisistes, où pour un angle on se retrouve à Paris, mais qui, pour les journalistes et certaines personnes infiltrées, vise aussi à garder la pression sur certains responsables en indélicatesse avec la fortune publique? Oui, et moi je pourrais beaucoup plus pencher vers le deuxième cas, parce que ce qu'Émile Messi raconte, je ne suis pas sûr que c'est aujourd'hui qu'on a constaté qu'il y a des dérives tout autour de ces multiples voyages. Donc si on avait eu la volonté de corriger, je crois que c'est des mesures qui auraient dû être prises depuis longtemps. Depuis fort longtemps. Ce qui est là, c'est que des gens peuvent facilement continuer à se sucrer sans bouger du pays, comme vous disiez là, qui ont 600 jours d'émission par an. Ils n'ont pas besoin de bouger, parce que si une année a 365 jours, vous êtes sorti 600 fois, ça veut dire qu'il y a une année que vous n'êtes pas sorti, mais vous avez pris de l'argent là-dessus. Donc lorsqu'on observe que ce n'est que, je peux dire, l'éventail qu'on secoue. Parce qu'en réalité, peut-être on voudrait maintenir une certaine pression et ouvrir certains lampadaires pour dérouter l'actualité. Oui. Parce qu'en réalité, il faudrait voir comment est-ce que cette adresse est faite. Parce que s'il faudrait tirer les oreilles de mes directeurs et directeurs généraux et membres du gouvernement, je crois qu'il y a des conseils appropriés où on s'assoit, où je veux veiller à ce que personne ne soit absent et eux, je vais imposer mon autorité. Mais venir dire et écrire, sachant pertinemment que soit certains ont déjà pris le large, et on s'est rendu compte, parce que ce qui est sur ça, oui, on peut se rendre compte que XY devrait encore être dans le pays, mais on vous le signale qu'il est déjà au Canada ou qu'il est... Parce que regardez aussi des mesures qui ont été prises par rapport à certains qui voyagent, où il faudrait bien que vous soyez abstrait à un quelconque document qui devrait permettre à ce que vous soyez au beau fixe avec l'État et que naturellement vous puissiez sortir. Donc ces sorties sont actuellement contrôlées parce que ça peut montrer qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être distraites à travers ces sorties qui peuvent être aisées, et je crois que vous ne pouvez pas arriver à l'aéroport, vous prenez l'avion et partez sans qu'il n'y ait eu des étapes de contrôle. Monsieur Marga, est-ce que cela ne réduit pas quand même la liberté d'aller et venir, qui est justement un des piliers de la démocratie? Est-ce que lorsqu'on est haut fonctionnaire, on devient esclave du gouvernement? Non, vous êtes dans une organisation
qui a besoin de vos services et qui vous oriente et qui les finance. Donc, si vous voulez sortir, demandez la permission. Ça, c'est une sortie clandestine. Si vous avez quelque chose que vous avez monté comme dossier, votre hiérarchie doit être informée et savoir que vous devez aller défendre ce dossier parce que ce n'est pas un dossier que vous avez pondu là. Vous avez un cursus, un suivi, au point où si vous quittez, votre successeur viendra continuer ce que vous avez travaillé et la hiérarchie doit être informée. Oui. Donc, si on dit que les gens sortent comme ça, je dis, ça peut montrer une mauvaise cohésion dans l'activité qu'il doit être coordonné et qui devra être suivi sans toutefois nous rappeler qu'il y a des bavures de la sorte. Donc, un directeur général adjoint, vous avez un quelconque PCA, je crois que vous ne partez pas comme si vous n'avez pas quelqu'un qui vous a donné certaines charges et qui autorise que vous utilisez l'argent du contribuable pour aller à ces missions. Donc, je trouve que si on nous révèle ça aujourd'hui, c'est qu'il y avait une gabegie totale qui, naturellement, devrait être une honte de le dire en public de la sorte. Parce que quand on voit le SGPR qui écrit avec toutes les manipulations qui envoie, et pour finalement tomber dans la rue ou les réseaux sociaux pour commencer à jaser, je crois que ce n'est pas la bonne option, la bonne formule. Si c'est peut-être une propagande quelconque, qu'on nous dise qu'il y a des arrestations qui vont reprendre, qu'il y a une discipline qui devra être reprise. Vous, en tant que politique, ça ne vous inquiète pas. Le timing, à 8 mois d'une année décisive dans l'histoire. Le timing même nous réserve beaucoup de dossiers pendant en justice, qui naturellement pourront être programmés, jugés et avoir la possibilité d'attraper des personnes. Mais si on trouve que certaines ont déjà vu loin et qui se disent qu'aujourd'hui, comme c'est convoqué à telle date d'avril ou en mars ou en juin, il ne faudrait pas que je sois... Donc, en réalité, il faudrait voir que le président a beaucoup de dossiers entre les mains et qui voudrait bien saisir son autorité pour régler, parce que c'est effectivement de ça qu'il s'agit. Il s'est présenté devant les Camerounais qui lui ont donné cette confiance et je crois qu'il devra, lorsqu'il instruit certaines choses, qu'on nous montre effectivement l'efficacité. Sinon, ça ne sera qu'un coup d'épée dans l'eau qui n'aboutira à rien. Merci. Et le train de vie ne baissera pas toujours. Stéphane, s'il te plaît, tu me permets de rappeler à toutes fins utiles que c'est depuis 2018 que le PM John Gouté, dans une circulaire, notait que l'attention du président Biya avait été appelée sur plusieurs dérives observées dans le cadre... Oui, 2018, j'ai dit. Avec quel Premier ministre? Oui, le Premier ministre John Gouté. En 2018? 2018, je répète, je parle à haute voix. Oui. John Gouté était Premier ministre, je voulais bien me rassurer. 4 janvier 2019, dans tous les cas, à notre connaissance. Vous dites, monsieur Messi? Que le PM est nommé le 4 janvier 2019. Donc, il nous rappelait, n'est-ce pas, que l'attention du président Biya avait été appelée sur plusieurs dérives observées dans le cadre des missions et des placements à l'étranger, des PCA, des directeurs généraux des entreprises et établissements. Et quelles mesures il prenait? Il s'est borné à faire un constat? Voilà, il faisait le constat, n'est-ce pas, comme pour dire que les décisions, les mesures actuelles venant de la présidence sont les bienvenues, même comme elles sont très tardives. Et voilà pourquoi je disais que vaut mieux tard que jamais. Merci. Moi, ce qui me gêne, j'ai entendu que c'était pour réduire le train de vie de l'État. Non. Franchement, si c'est pour réduire le train de vie de l'État, c'est maintenant qu'on constate que le train de l'État doit réduire son train de vie. Moi, je dis que, qu'on nous dise pourquoi le directeur de la délégué général de la Sûreté prend cette décision, que les hautes autorités de l'État soient soumis à autorisation pour leur sortie. Si c'est pour réduire le train de vie de l'État, c'est mission impossible. Qu'on nous dise pourquoi on a laissé ça pendant longtemps. Oui. C'est pas maintenant. Le contexte est différent. Moi, je dis que... mais j'entends mon collègue dire là-bas que le contexte est différent. Puisqu'il l'a dit à fin d'année, lors de l'adresse à la nation, que les carburants vont certainement augmenter. Et pour cela, il va falloir que les mesures d'accompagnement soient là. Par exemple, la réduction du train de vie de l'État. Donc ça veut dire que c'est maintenant que nous avons constaté qu'il y a une augmentation de vie au niveau du Cameroun. C'est pour ça que le directeur général, le secrétaire général de la présidence a sorti cette... Parce que c'est maintenant qu'on constate que nous devons réduire le train de vie de l'État, que le carburant doit augmenter. Mais ce n'est pas la première fois qu'il augmente. Moi, je dis qu'on nous dise pourquoi ces mesures sont prises. Comme ça, nous pouvons intervenir, sachant que c'est à cause de ces mesures qu'on a. Mais quand tu nous dis que c'est pour réduire le train de vie de l'État, et tu parlais seulement des évacuations sanitaires, il y a beaucoup d'autres choses. Peut-être que vous ne savez pas ce que ça coûte à l'État aussi. C'est vrai, je ne sais pas.
Merci. On prend rapidement quelques contributions qui nous sont parvenues. Bonsoir à vous sur le plateau. Cette décision ferme sert de pare-choc contre la gabegie financière en termes de dépenses publiques. L'État veut prendre conscience au niveau de ces dépenses publiques. Les missions fictives et non fondées depuis la nuit des temps. C'est le fiscaliste Vincent Ateba depuis le quartier Van à Yaoundé. Bonsoir, cher monsieur Ateba. Bonsoir Stéphane. De quel haut responsable parle-t-on en 30 ans de service dans la fonction publique? Toutefois, comme membre du gouvernement sorti du pays, l'ordre de mission était signé curieusement à la présidence de la République et non à la primature. Pour les directeurs généraux, ce sont les ministres des tutelles qui signent ces ordres de mission. Merci à vous, cher monsieur Zigli. Bonsoir Stéphane Barga. De telles décisions ne peuvent en rien réduire le train de vie de l'État. Il s'agit plutôt de la distraction. Malheureusement, le message n'est pas signé. Salut le plateau. Stéphane Barga, demandez à monsieur Messi que les hauts responsables utilisent quel type de passeport. Si un haut fonctionnaire sort du pays en mission, il utilise un passeport de service. Alors, les autres glands qui veulent se balader à l'extérieur utilisent les passeports ordinateurs. Ordinaire. Bon, je vois ordinateur. Alors, il s'agit de quelle autorisation et qui donnera cette autorisation? Monsieur Messi, cette mesure est juste prise pour empêcher à certains hauts commis de l'État de se retrouver en train de porter les perruques pour traverser les frontières vers certains pays. Merci à vous, cher Paul, depuis Ouagadougou, d'avoir réagi. Nous allons sortir très rapidement de cette introduction pour nous retrouver là vers des choses plus graves encore. Nous parlons de l'Assemblée nationale du Cameroun avec cette session parlementaire de mars qui débute et avec ce constat qui est fait par la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale, Madame l'honorable Laurentine Kouamfeugue, qui justement nous fait savoir avec ce discours introductif, Vincent Alima Barga, qui y aurait plein de députés absentéistes. C'est par cela qu'elle a introduit son discours d'ouverture. Oui, c'est dommage, mais ce n'est pas la première fois qu'on constate l'absentéisme de ces députés. Je ne sais pas comment est-ce que certains groupes parlementaires ne parviennent pas à maintenir leurs effectifs et à leur donner une orientation qui devrait être un modèle. L'Assemblée nationale souffre... Si vous, SDF, vous êtes toujours présent? La plupart du temps, on est carton plein. Parce que moi, je connais, à l'époque où on avait un groupe parlementaire avec un vice-président à l'Assemblée, je crois qu'il y avait une discipline de fer qui était naturellement programmée dès que la session était convoquée. Les élus se retrouvaient, recevaient certaines directives, savaient comment se comporter. Et si jamais il y a quelqu'un qui est absent, il y a les procurations qu'on donne et qu'on sait naturellement pour quel motif vous n'êtes pas, parce que ça doit être un motif valable. Vous n'avez pas beaucoup de temps dans l'année pour vous réunir, ce n'est que 3 sessions. Et celle qui s'ouvre, si ce n'est que pour élire le bureau ou renouveler le mandat de ceux qui y sont. Donc s'il faudrait s'asseoir pour légiférer et parler des vraies affaires du pays, je pense que nous n'avons pas suffisamment de temps pour que ces députés et sénateurs s'asseyent pour prendre à bras le corps un certain nombre de dossiers. Donc cet absentéisme montre effectivement la non-productivité de leur travail et qui au demeurant commence à donner raison à ceux qui travail plus tard. Restons sur l'absentéisme qui est constaté par la doyenne d'âge. Qu'est-ce qui pourrait amener un député qui a bataillé pendant une campagne, qui a sollicité des citoyens leur adhésion, qui a via son parti présenter un projet justement lorsqu'il faut être à l'Assemblée pour défendre c'est pourquoi il a bataillé, qu'il soit absent et qu'on ne le voie pas? Beaucoup peuvent justifier à travers les affaires qu'ils font, d'autre part peut-être l'état physique, la maladie et que ne sais-je, parce que effectivement vous allez vous retrouver et qu'il y a beaucoup qui ne parviennent pas à tenir, mais ils sont des élus et qui ont ça comme un fardeau. Donc lorsqu'on convoque, parfois même c'est là où la santé devient de plus en plus chancelante. Observez, même les présidents de ces chambres sont généralement très touchés. Et si à partir de là, vous voyez qu'il y a un peu de l'amorphisme qui s'installe, il faudrait dire que les gens ne suivent que ce que la tête a tracé. Oui. Il y a des élus qui viennent et qui se disent « je suis élu, j'ai mon mandat, je n'ai rien à cirer ». Parfois même on donne les projets de loi, les gens ne les lisent même pas.
C'est dire on amène la loi des finances et tout le reste, on dépose, on dit à chaque député, voici votre colis, la session finit, le colis d'un député reste là sans qu'il n'ait envoyé quelqu'un même pour porter et aller l'examiner. Quand vous avez ce genre d'élus, il faudrait bien questionner qu'est-ce que les populations envoient à l'Assemblée. Il faudrait qu'on prenne la conscience de nous réapproprier l'Assemblée nationale. Oui. Parce qu'à ce rythme, c'est pas pour nous servir. Et on a déjà vu ces lacunes depuis longtemps. Il faudrait que ces élus qui y sont puissent marquer l'histoire et qu'ils y soient fermement en train de travailler pour qu'une nouvelle dynamique puisse les rejoindre lorsque les élections seront convoquées. Parce que si nous restons avec cette prise en otage par le gouvernement en quelque sorte, nous ne sortirons pas de l'auberge. Je crois que ça ira de mal en pis et les députés seront là pour leurs affaires. Merci, M. Mbarga. Honorable, on va un peu refaire le temps. À votre époque, parlez-nous de votre époque. Je précise que vos cadets qui vous ont succédé à l'Assemblée, ils semblent mieux nantis. On dit des sources bien introduites qu'un député au Cameroun, c'est 1 million. Je peux me tromper sur les chiffres par mois. Plutôt davantage. 8 millions de micro-projets par an. Ça veut dire que ceux qui sont de cette mandature ont déjà eu à consommer 32 millions en 4 ans. On ne sait pas s'il y a eu des résultats. Mais comment est-ce que vous fonctionnez à votre époque? À mon époque, les choses étaient plus difficiles. D'abord, l'argent, ce que vous appelez mini-projet, on ne vous donnait pas ça en main. Vous allez quelque part, si vous voulez offrir les banques dans un lycée, oui. Vous allez commander les banques et on va payer directement le menuisier à qui vous avez commandé les banques chez lui. Maintenant, on donne cet argent en main propre au député, c'est lui qui va donc chercher s'il a acheté quelque chose ou s'il n'a pas acheté, mais il a acheté parce qu'il a pris l'argent, il a débloqué l'argent à l'Assemblée nationale. À mon époque, on ne touchait pas l'argent. L'argent. Et vous, j'espère que vous n'avez pas travaillé, vous gagnez combien à votre époque? 800 000. À l'époque, c'était beaucoup. Donc maintenant, ça va augmenter? Non, je vais te dire. 800 000 de l'époque, avec les prix qui sont ceux d'aujourd'hui, c'était l'équivalent de peut-être 1 500 000. Non, le député de mon époque gagnait rien. Comment Parce ça? qu'un député, s'il est vraiment député, doit faire le compte rendu parlementaire. C'est toujours le cas aujourd'hui. Attends, quand il fait le compte rendu parlementaire, il faut qu'il dépense. Hein. Partout où il s'arrête, il doit offrir. C'était difficile à notre époque. Mais quand les autres sont arrivés, il y a les Feman qui sont arrivés derrière nous. Qui ont dit, donnez-nous notre... Les Feman à l'Assemblée? Oui. Bien sûr. Oui. Et donnez-nous notre argent en main, c'est nous savons qu'est-ce que nous allons acheter. Mais à mon époque, moi j'ai offert les banques, j'ai offert beaucoup de choses dans les lycées. Oui. On ne me donnait pas cet argent en main. Moi j'allais négocier avec les menuisiers, ou bien les commerçants. On allait livrer ce que j'ai commandé et eux directement allaient payer. Ils ne me donnaient pas l'argent en main. Maintenant, ce n'est pas le cas. Essayez de vous renseigner auprès des députés. C'est eux même qui perçoivent cet argent. Ils perçoivent l'argent, 8 millions chaque année. Bon, mais je veux vous dire quelque chose. Un député, s'il a 800 000 francs, il n'a rien. Parce que chacun est chez lui. Mais les gens entrent et sortent. C'est un député, il faut qu'il paye. Ah oui. Donc, ne voyez pas le député aujourd'hui. Moi, je ne pouvais pas construire avec 800 000 francs. Vous aviez cette allocation parlementaire, ces 8 millions dont on parle aujourd'hui. J'ai dit que... Les micro-projets, il n'y en avait pas. Je ne touchais pas ça en main. Je n'ai jamais touché les micro-projets. J'avais le droit à ces micro-projets. Oui. Mais j'allais commander ce que je devais livrer, ce que je devais donner, offrir, soit à un lycée, soit à une organisation non gouvernementale. Non, pas non gouvernementale, une association caritative, je vais offrir quelque chose, mais je ne touche pas l'argent en main. Actuellement, eux-mêmes vont débloquer cet argent, les 8 millions. Ce n'est pas le cas. On leur donne sa main, chaud comme on dit chez nous. Oui, ils disent c'est eux-mêmes qui sont députés, ils savent comment utiliser leur argent, on leur donne ça maintenant en main. Donc moi je pense pour ma part que les députés absentéistes, c'est qu'ils n'aiment pas leur travail.
je ne pouvais pas m'absenter, sachant qu'on va discuter de tels projets. Oui. Il faut que je sois présent. Est-ce qu'ils comprennent même de quoi il est question quand on parle de loi des finances et qu'on amène un professeur de sport? Qu'est-ce qu'il comprend à la loi des finances? Non, le professeur de sport, si on voulait que le professeur de sport soit au courant de que c'est que la loi des finances, on lui donnait la possibilité d'avoir cette loi des finances au moins 3 mois à l'avance. Oui. Dans les autres pays développés, avant l'entrée de l'Assemblée nationale, les députés sont au courant de la loi de finances. Ils en discutent. Eux-mêmes appellent leurs personnes ils ont des conseillers. Ils appellent leurs conseillers. Ils discutent. Ils ont droit à un cabinet parlementaire. Voilà un cabinet parlementaire. Ils discutent avec son cabinet. Et maintenant, quand il va à l'Assemblée nationale, il est déjà au parfum. Or, quand j'étais à l'Assemblée, la loi des finances arrivait vers nous 4 jours avant la fin de la discussion. Oui. 4 jours, la loi de finances avait cette dimension. À quel moment tu vas la lire? Moi, je me souviens que je portais ma loi de finances. je lisais la loi de finances alors qu'elle était votée. Donc, moi, je vous dis que si on veut qu'un professeur de sport soit au courant, on lui donne la loi de finances longtemps à l'avance, il étudie avec son cabinet, il fait tout, il est au courant, c'est un intellectuel, il va certainement s'appliquer en allant discuter à l'Assemblée nationale. Merci, honorable. Monsieur Émile Messi, voilà le constat qui est fait par la doyenne d'âge, qui elle-même reconnaît que beaucoup de ses collègues sont absentéistes. C'est ce qui revient de son discours d'ouverture de session. Est-ce qu'on peut comprendre, est-ce que là même, au-delà du fait de la forme, est-ce que ça ne s'apparente pas à un détournement des deniers publics? Être payé pour un travail et vous ne venez pas, alors que vous êtes censé être au cœur de la loi, au cœur de l'orientation politique, mais vous répondez aux abonnés absents. Et on murmure que certains sont très abonnés dans les secrétariats de certains ministres. Oui, vous l'avez si bien dit, la doyenne d'âge. Je crois que c'est la 2e fois qu'elle fait une sortie aussi musclée. Oui. Je crois que l'année dernière, c'était la même chose. Elle a fait parler d'elle. Et je crois que là, elle assume vraiment sa posture doyenne d'âge. C'est-à-dire qu'elle est la plus ancienne en âge de tous les députés à l'Assemblée nationale. C'est pour cela que, comme c'est une session, on doit revoir le bureau de l'Assemblée nationale. Oui, on va en parler tout à l'heure. Le plus ancien et le plus jeune qui vont donc diriger les travaux. Et vous savez qu'à un certain âge, on a une certaine autorité, un certain charisme, un certain degré de responsabilité qui fait que vous dites seulement la vérité. Oui. Donc, au-delà de la santé, cela est valable pour tous les députés, hein, que ce soit du RDPC ou de l'opposition. Bien évidemment, encore que quand on est député, on n'appartient plus forcément à un parti politique. On est député de la nation. Pas forcément, on n'appartient plus. Comprenez? On est député de la nation parce qu'on défend des causes. La loi n'a pas une coloration politique. La loi est d'abord nationale. C'est pour cela donc que, même si vous êtes élu par un parti politique, même si vous êtes élu par un département particulier, vous avez désormais la casquette du député de la nation, parce que vous devez défendre l'intérêt général de la nation. Pour dire que ce qu'elle a touché là, parce que l'absentéisme n'est qu'un petit fragment, elle a touché le problème de la responsabilité du député. Oui. Face à des attentes. Qu'est-ce qu'on attend d'un député? Elle a dit défendre la cause nationale, défendre des intérêts des populations. Or, il se trouve que celles-là sont dans des petites affaires. Ils sont dans des choses qui n'ont rien à voir avec la défense des intérêts publics. Oui. Ils sont là pour chercher de l'argent, pour suivre des dossiers, pour faire des intrigues. Je précise pour calomnier. Le RDPC est majoritaire à l'Assemblée nationale. Je vous ai dit que ce qu'elle dit là engage la responsabilité du député. Ne ramenez pas le débat au sol. Quand elle parle, elle a la posture de la doyenne. Et c'est pour cela donc que nous faisons ce commentaire. Aujourd'hui, quand elle parle d'un examen de conscience, qu'avons-nous fait pendant les 4 ans? Elle ne s'adresse pas aux députés du RDPC, du SIR, mais à la représentation nationale. Oui. Monsieur Mbarga, les gens qui nous écoutent
doivent retenir quelque chose. Elle a posé la question. Elle a posé la question. Pendant les 4 ans. Pendant les 4 ans. Au moment où les gens étaient dans des intrigues, dans le bavardage inutile, dans la recherche d'argent, en ce temps, les immondices envahissaient les villes et tout. Que fait le député dans ces conditions-là? C'est pour cela qu'il appelle chacun à une prise de conscience par rapport à cet engagement qu'on a pris, cette confiance qu'on a reçue du peuple pour aller défendre les intérêts de ce peuple-là. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Qu'est-ce qui défend aux députés de se constituer en un groupe de 4 ou 6 pour aller dans un secteur d'activité dans le cadre du contrôle d'action gouvernementale et mettre la pression sur un ministre que ce secteur, ça ne va pas? Qu'est-ce qui empêche que cela se réalise? Elle l'a dit. Moi, je dis que si on a une femme comme ça, quel que soit son bord politique, aujourd'hui, moi, je me demande même si ces députés-là ne méritent pas à chaque mandature qu'il y ait peut-être un séminaire de formation. Parce que le tout n'est pas de dire que bon, c'est parce qu'on est professeur de sport. Non, ce n'est pas ça le problème. C'est un problème de conscience. La tâche qui vous attend, en allant solliciter la confiance du peuple, être député à la nation. Est-ce qu'on est suffisamment conscient? Est-ce qu'on veut tout simplement porter les chars vert ou jaune et se faire avoir des marchés et dans des intrigues et tout ce qu'on a dit là? Non, aujourd'hui, le peuple plus que jamais, il a dit, sur les 12 mois qui nous restent, il n'est pas tard. Cherchons à les rattraper par des actions concrètes. Et je vais vous dire... Vous chutez, monsieur Messi. Les députés au Cameroun ne sont même pas payés en réalité. On vous a dit 1 million. C'est les députés les derniers qui ont des salaires les plus bas au monde. Ils ne sont pas payés. Même les choses que vous appelez, je vous dis, faites les recherches. Même les micros pour qui ont donné les 8 millions là, on ne les donne même plus depuis. Elle ne m'a pas vous confirmer. Les micro-projets sont existants, monsieur Messi. Non, on ne les donne plus. On les donne. Je ne dis pas qu'ils ne les reçoivent pas, ils les reçoivent. Je ne connais aucun député qui peut ne pas recevoir ces 8 millions et rester tranquille. Dans le Cameroun qu'on connaît, monsieur Messi. Soyons sérieux. J'ai pris un exemple comme elle ne va pas vous confirmer. Nous ici à Longueur de Plateau. Je vous dis que les 8 millions c'est finance M. Barga. Vous n'allez pas remettre de l'autorité ma crédité en jeu. Non, plateau de télévision. Écoutez, monsieur. Si on n'est pas docteur informé, je vous informe. Non, les 8 millions d'informations des ministres, vous n'existent plus. Les micro-crédits ont certainement muté. Muté à quoi? Ils ont pris une autre forme. Je vous dis, ça veut dire que vous-même, vous n'avez pas l'honorabilité en matière d'information en question. Si vous n'êtes pas au courant, je vous informe que ça n'existe plus. Comment ça n'existe plus? Monsieur, il ne va pas vous confondre qu'à l'Assemblée nationale. Alima, confirmez-nous que... S'il vous plaît. Consultez les députés. Confirmez-nous. J'ai dit que les députés ne sont pas payés, ne sont pas les mieux payés au Cameroun. Mais ils ont fait le travail parce qu'ils ont choisi de défendre la République. Un député qui n'est pas patriotique, un député qui n'est pas républicain, ça ne saurait justifier l'absentéisme généralisé parce qu'ils ont choisi. On n'a jamais contraint quelqu'un à être député à l'Assemblée nationale. Et s'il a choisi, c'est que il doit être là. Et on peut être absent parce qu'on est malade. Et il y a un système là-bas qu'on appelle la procuration. Vous prenez une procuration et votre voix compte. Or, lorsque la doyenne dit même déjà que c'est à peine si on atteint le quorum pour qu'une session puisse démarrer, ça veut dire qu'il y a un problème. Oui, il y a un problème. Merci, Émile. Et aucun député ne peut prendre plus d'une procuration. Merci. Ça veut dire que le problème, c'est qu'est-ce que les députés font pour ne pas aller à l'Assemblée nationale lors des sessions? C'est la question que la doyenne d'âge pose. Mais vous avez dit une chose qui peut créer la confusion parmi ceux qui nous regardent concernant les micro-projets. Ce qu'il faut dire, puisque nous n'avons pas la précision, mais nous savons que dans le libellé micro-projet, peut-être il n'y a plus ces libellés, mais il y a une somme qui est allouée aux députés pour répondre aux sollicitations des populations. Donc, qu'il n'y ait plus de micro-projet au sens stricto sensus, on peut le comprendre, on peut l'accepter, mais qu'on dise qu'il n'y a plus de dotation spécifique aux députés, ce n'est pas vrai. La dotation existe. Merci, monsieur Messi, je poursuis avec vous. Monsieur l'honorable, vous avez dit, je vois d'expliquer les choses. J'ai dit la dotation veut dire quoi? Les micro-projets venaient justement répondre à un certain nombre de besoins du député. Il a dit là, vous avez peut-être
il y a un deuil dans votre circonscription, quelqu'un n'a pas de cercueil pour aller enterrer, c'est avec ça que vous pouvez vous mouvoir. Vous êtes sollicité, c'est avec ça. Vous dites, on a même dit que oui, il n'y avait pas d'efficacité et une certaine efficacité parce que pour certains députés, c'était un argent de poche. Oui. Donc il n'y avait pas une traçabilité par rapport à cette gestion-là. Qu'est-ce qui existe maintenant? Il n'y a plus rien. Je dis que ça, on a supprimé ça. Plus rien. Micro-projet n'existe plus. Mais tu dois tout sourire avec le plus d'abord. Ceux qui nous regardent vont réagir. Ça participe de la gestion efficace des fonds à l'Assemblée nationale. On va compris, monsieur Messi. On donne l'argent, ça devient l'argent de poche. Merci, merci, monsieur Messi. Ça servait à quoi? Monsieur Chougem, nous sommes là à un an de la fin de cette mandature. La doyenne d'âge, monsieur Messi, nous apprend, et nous le savons un peu, qu'elle a des prises de parole assez fortes depuis un moment. Mais est-ce qu'il n'est pas tard? Je reviens sur la question. Nous sommes à la 4e année, il manque un an. Et c'est là où il précise que les collègues sont absentéistes, qu'ils peinent à faire le travail qui leur est imparti. On se pose la question même de l'utilité de cette chambre, vu que les projets de loi arrivent la veille, une loi des finances, 200 pages, de l'honorable Cabral Libi se plaignait déjà de cet état de choses, qu'il n'avait pas eu le temps de tout lire, et qu'on leur a demandé de réagir tout de suite. Ça arrive que 4 jours avant. Ça arrive 4 jours. Merci pour la précision. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait lorsque la chambre basse est autant inféodée, lorsque les Camerounais s'interrogent même sur son opportunité et même sur son utilité? À quoi sert-elle réellement? A-t-elle répondu aux sollicitations ou alors à l'ambition des Camerounais quant au contrôle et à la régulation des différents pouvoirs? Ce que nous disons maintenant au sujet de l'Assemblée nationale a, n'est-ce pas, un lien avec ce que nous avons dit précédemment au sujet, n'est-ce pas, des sorties des membres du gouvernement, des PCA, des DG. Ça a un lien. Oui, ça a un lien. Pourquoi je vais rétablir le lien. Allez-y, monsieur. Je le fais tout de suite. Ouais. Allez-y. Le chef de l'État a pris des mesures, n'est-ce pas, pour mettre un terme à ces sorties-là, qui étaient des sorties fantaisistes et dépensières. Bon, maintenant, nous sommes à l'Assemblée nationale où, n'est-ce pas, la doyenne est en train de prendre des mesures, n'est-ce pas, pour décrier un certain nombre de tripatouillages. Est-ce qu'il n'est pas tard? Nous sommes à un an de la fin. Je vais encore dire, comme je l'ai dit précédemment, que vaut mieux tard que jamais, monsieur Marguin. Et puis, retenons ceci. Retenons que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, que ce soit même au sommet de l'État, un peu partout, même ce que vous appelez le Conseil constitutionnel. Oui. Le Cameroun est dirigé, n'est-ce pas, par des compatriotes qui sont déjà fatigués, vu leur âge. Le président de l'Assemblée nationale a quel âge? Il n'y a pas qu'au Cameroun où il y a des responsables fatigués, mais même dans les plus grands pays, il y a des responsables fatigués qui font le travail. Est-ce que ça, c'est l'exemple qu'il faut suivre, Maga? C'est ça pour ça qu'il faut suivre. Comme pour dire que l'une des causes de ce que nous décrions maintenant vient du fait, n'est-ce pas, de cette gérontocratie, vient du fait, n'est-ce pas, de ce vieillissement de l'Assemblée qu'il faut renouveler avec la jeunesse active. Le Sénat, par définition, est appelé comme la chambre des personnes âgées. Ça ne veut pas dire qu'au Sénat, on va avoir des gens qui ne peuvent plus lire, qui ne peuvent plus se tenir debout. Parce que déjà n'est-ce pas, détruits par l'âge et par la maladie. Qu'on voit chaque jour. Je dis qu'ils sont détruits par l'âge et la maladie. Non, on va laisser monsieur. Je vais les propos, monsieur Chougem, s'il vous plaît. Il s'agit quand même de très haute responsabilité. Je parle des faits. Oui, je parle des faits palpables. On va sur les propos. C'est ça. Oui. C'est ça. Nous ne sommes pas là pour construire. Et puis, il faut dire maintenant qu'au niveau de l'Assemblée nationale, parce que nous y sommes, nous sommes en train, n'est-ce pas, de parler, n'est-ce pas. En tout cas, il s'agit tout d'abord que nous nous acheminons vers un statu quo, aussi bien à la tête du Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Rien à faire. C'est toujours au détriment, n'est-ce pas, des problèmes quotidiens que vivent les Camerounais. Oui. Notamment la vie chère. Voilà maintenant que le prix du taxi, le prix du transport a augmenté. Vous voyez, voilà, il n'y a pas de doute au Cameroun, tout le monde le sait. Avec tous les problèmes, n'est-ce pas, qui accablent les Camerounais. Vous voyez? C'est pour ça qu'on pose la question de l'utilité de la chambre basse du Parlement. À quoi sert-elle réellement? À quoi sert-elle réellement? Que voulez-vous que je dise? Ça, c'est la bonne gouvernance. Comme tu ne sais pas ce que tu dois dire, moi je vais te dire ce que tu dois dire. Allez-y, le député n'est pas un ministre. Il ne gère pas un budget. Mais le député contrôle l'action du ministre. Le député ne gère pas. Il contrôle l'action du ministre. Tu permets? Oui, allez-y. Comment il contrôle? C'est quand le ministre a préparé le budget, il amène à l'Assemblée, que le député dit que cette partie, on doit rajouter, celle-ci, on doit diminuer. Le député n'a pas de budget à gérer.
c'est le ministre qui gère le budget. Oui. Moi, je dis que le député, quand il vient demander vos suffrages, vous ne voyez pas qu'il est vieux? Pourquoi vous quand vous êtes dans vos partis politiques, quand vous envoyez les vieux au lieu d'envoyer les jeunes? Monsieur l'honorable, s'il vous plaît, on connaît comment ils font même pour gagner cette élection. S'il vous plaît. Moi, je dis que les députés ne sont pas... La doyenne d'âge dit qu'il y a Absentéisme. un absentéisme. Ça veut dire que ce n'est pas l'âge. Mais les gens ne viennent pas assister à des séances de l'Assemblée nationale. Quel que soit leur âge, il n'a pas différencié que c'est seulement les vieux qui ne viennent pas et les jeunes viennent. Moi, je pense pour ma part que cette dame, elle s'est plainte à 1 an de la fin de la... C'est un peu tard. C'est tard. Oui. Donc moi, je pense qu'elle aurait dû... Peut-être qu'elle a commencé à le faire avant, parce que j'ai entendu mon collègue du RDPC dire que cette dame-là a l'habitude de réagir violemment. Oui. Si elle a commencé à réagir violemment, ça veut dire que c'est une bonne représentante. Mais elle parle depuis, elle parle, mais rien ne change. Mais si elle parle, c'est pour dire aux électeurs dans la prochaine mandature. Elle est en campagne. Dans la prochaine mandature, faites attention, les gens que vous avez souvent élus ne doivent pas revenir parce qu'ils sont absents là où on discute des problèmes de notre pays. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Allez-y. Quand j'étais à l'Assemblée, les 18 députés de l'UPC devaient être présents. Parce qu'après la fin de la législature, on se retrouve en séminaire pour critiquer notre façon de travailler, pour voir si on a bien travaillé, pour aller maintenant faire le compte rendu parlementaire. Oui. Alors, si la dame doyenne d'âge vient critiquer, absentéiste, hey, il manque seulement 1 an. Ça veut dire qu'elle commence à voir que les élections qui arrivent, faites attention, n'envoyez plus des gens qui sont absents. Oui. C'est-à-dire, envoyez-nous des gens qui savent, qui viennent pour défendre L'honorable, je le voulais dire à votre sujet. Rapidement, on va prendre une transition. Ces députés qui sont à 1 an, ces députés qui sont à 1 an de la fin, n'est-ce pas, de leur mandature, je note que la plupart de ces députés-là qui sont en fonction, ils sont certes passés par des élections législatives. Oui. Mais je dis qu'on connaît comment se passent ces élections-là. C'est un autre débat. Comment ça se passe? Monsieur Chougem, c'est un autre Les débat. élections fictives. Merci. Prenons une ou deux réactions avant la transition. Alors, bonsoir le studio. Je confirme les propos du panéliste qui affirme que les micro-projets n'existent plus. Notre président Cabral Libi a tenu une avec les militants à propos, une réunion, je suppose. Merci à vous. Les finances 2023. Monsieur Essono, que faire des élus de la Haute-Sanaga qui ne sont pas connus à la base, qui sont nommés? Alors, certainement, moi je ne peux pas répondre à cette question sur le plateau. Bonsoir, monsieur Mbaga. Concernant l'absentéisme des députés, vous comprenez leur manque d'intérêt parce qu'ils ont été propulsés et ils sont juste présentés à la population lors de la campagne. Leur salaire est partagé entre eux et ceux qui les ont supportés pour y arriver. Merci, monsieur Assidi depuis Ngoïla. Bonsoir à tous sur le plateau. L'Assemblée nationale n'est pas le problème. Moi, je pense que toutes ces responsabilités reposent sur celui qui nous dirige depuis 41 ans. Merci pour la contribution. Prenons d'autres réactions. Monsieur Marga, c'est écœurant de savoir ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Si les députés ne brillent pas par leur absence, c'est la chambre basse qui est transformée en dortoir. On se demande comment et quand est-ce que ces députés travaillent véritablement. C'est Gauthier depuis Mundong qui a réagi. Bonsoir, monsieur Mbarga. Toutes les institutions émasculées par le RDPC ne servent à rien. Monsieur Mbarga, c'est aujourd'hui qu'on découvre qu'il y a des députés absentéistes. Sérieusement, il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ce genre de pituerie. Monsieur Messi, l'administration est écrite et non verbale. Montrez-nous le texte qui met fin au micro-projet. Oui. La loi des finances. Cela, comme dans un débit de boisson, ne sert à rien. Contrairement à ce que vous dites, ça démontre juste la limite de vos informations. On va véritablement creuser sur cette question. Bonjour Stéphane. L'absentéisme des députés que nous observons actuellement est le fait
de la fin de la législature en cours et qui va se traduire dans 12 mois par des élections législatives. Les députés n'ont plus la tête à l'Assemblée nationale. Ils veulent à tout prix se faire de l'argent pendant les 12 mois qui restent car ils ne sont pas sûrs de revenir à l'hémicycle dans un an. Merci à vous, Jean-Claude, pour la contribution. On va prendre une toute dernière. Des députés qui travaillent 3 mois sur 12 et qui font l'espoir de dribbler les quelques rares sessions. Stéphane, ces députés doivent être traduits en justice pour sommes indûment perçues. Prenons une autre contribution qui nous arrive à l'instant. Bonsoir Stéphane Barga. Le chef de l'État a peur que les forces endogènes entrent en concubinage avec les forces exogènes et donc la peur d'un coup d'État. L'Assemblée nationale, l'absence à l'Assemblée nationale se justifie parce que chacun est rentré à la base pour préparer les élections législatives. Merci à vous, Géranga du PCRN. Rebonsoir. L'Assemblée nationale est devenue une haute mangeoire des récompenses. Regardez les grosses voitures. Ce qui fait que les députés actuellement sont étouffés par l'arrivage des ressources financières. Mais c'est bien l'ensemble, tout ça qui fait qu'ils oublient ce dont ils sont appelés à faire. C'est tout. C'est toujours Vincent Ateba qui réagit. Mesdames, Messieurs, on va prendre une brève transition en régie, l'espace pub, avant de revenir tout de suite après pour la poursuite de nos échanges. Retour sur le plateau du Grand Soir. Nous sommes toujours à l'Assemblée nationale avec vous, Vincent Roger Alima Barga. Nous épiloguons sur la session qui s'ouvre, qui s'est ouverte en journée avec ce premier coup de gueule puissant de Madame la doyenne d'âge qui justement s'inquiétait de cet absentéisme constaté. Elle aussi s'est posé la question de savoir qu'avant le fait des 4 ans précédents, c'est vrai que beaucoup s'interrogent, et même le représentant du RDPC sur le plateau s'interrogeait si visiblement il y avait des actions palpables à mettre sous le crédit de nos élus de la Chambre basse. Est-ce que la mandature, au-delà de ces quelques éclats de voix suivis, ça et là, vous a particulièrement manqué par la richesse des propositions faites à l'exécutif? Qu'est-ce qui vous a marqué lors de cette mandature qui est en train de s'achever globalement, que ce soit chez vous au SDF ou dans d'autres formations politiques? Bien, si vous permettez, Stéphane, qu'on rectifie un peu, on a eu... Je vous permets, allez-y. La loi des finances 2023, promulguée le 4 décembre, c'est elle qui annule parmi ses innovations la ligne des micro-projets soutenus par le MINEPAT. Oui. Donc c'est à partir de là qu'il y a des innovations permettant à ce que ce soit une mission réservée au gouvernement, aux régions, aux mairies, et que le député comme le sénateur devrait être dessaisi des micro-projets qui n'existaient pas au Sénat. Donc, c'est l'une des améliorations qui permet à ce que ça puisse exister autrement, parce que ce n'est que aux régions, aux mairies, au gouvernement, les micro-projets leur seront désormais réservés et non plus aux députés. Donc, cette loi, est-ce qu'elle ne précarise pas un peu plus aux députés qui n'avaient d'abord pas un grand salaire et on enlève les 8 millions de projets? Si on parvenait à voir que c'était une ligne pour engraisser certains députés et qu'ils ne faisaient rien, parce qu'à la limite, il y avait des rapports que vous devez produire à l'Assemblée nationale concernant la gestion de ces micro-projets et ces argents. Si on se rend compte que les députés ne présentent quasiment rien d'intéressant, il faudrait bien qu'eux-mêmes, ils votent dans cette loi de finances qui travaille à l'Assemblée nationale, cette proposition de la supprimer, parce qu'effectivement, on peut les reverser avec des régions et des mairies et un certain nombre de réformes que, au lieu d'attendre que c'est le député qui les réalise, le gouvernement peut réaliser les micro-projets. Oui. Il peut construire des écoles, il peut alimenter des banques, il peut faire. Les régions, les mairies qui entrent en fonction devraient se saisir de cet argent réservé. Donc c'est ça la décentralisation? Donc en réalité, c'est pas ce que je voudrais dire, mais je voudrais préciser que la loi des finances 2023, c'est peut-être... Vous avez fait la précision, monsieur Barga. Effectivement. Alors, revenons à l'essentiel. Le micro-projet ont été ôtés aux honorables, mais maintenant on se pose la question, et la doyenne d'âge avec sur cette année, voilà, cette mandature qui est en voie de s'achever, à quoi est-ce qu'elle aura servi? Les Camerounais qui avaient beaucoup d'espoir en envoyant ces élus de la nation du côté de l'Assemblée, est-ce qu'ils ont eu leur retour sur investissement? Est-ce que la confiance des Camerounais a été sauve?
Je ne pense pas que ce discours soit approprié lorsqu'on connaît l'esprit dans lequel ces députés travaillent depuis longtemps. Nous savons pertinemment qu'à chaque mandature, à chaque année, on va vous donner un bilan satisfaisant du travail que les députés ont fait. Ils ont adopté des lois, ils ont ratifié des accords, ils ont permis. Et à chaque bilan, on vous dira qu'ils ont été utiles à ceux qu'ils doivent être utiles, mais pas pour les populations. Voilà. C'est-à-dire, on vient vous se servir de vous pour qu'un certain nombre d'affaires passent et que vous applaudissiez, et que naturellement, ces populations qui vous envoient ne bénéficient pas, parce que je n'ai pas encore observé à l'Assemblée nationale une proposition de loi qui passe issus de la représentation et qui se disent. Je n'ai jamais vu. Jamais arrivé. Donc vous ne pouvez pas passer, dire que vous pouvez être utile sans toutefois vous préoccuper des problèmes des populations qui vous envoient. Je prends par exemple la loi sur la filouterie de loyer. Je prends un exemple. Ça pouvait être un projet de loi porté d'un député qui porte son nom, qui se rend compte qu'à Yaoundé, on a les mêmes problèmes, à Douala, il y en a, à Garoua, il y en a. Bon, comment est-ce que nos confrères, on peut s'asseoir? On n'admet pas parce que c'est un groupe qui est pris en otage par cette majorité-là. C'est une chambre qui est prise en otage. Oui, non, c'est un groupe parce que c'est le groupe parlementaire qui est majoritaire, qui est pris en otage parce qu'il devrait servir les intérêts de ceux-là qui voudraient bien manipuler les populations. Et non ceux-là que les populations envoient, parce que les députés de l'opposition font des propositions. Mais parce qu'il y a la conférence des présidents, il y a un vote, il y a la majorité qui fait en sorte que rien ne passe, parce que depuis que l'Assemblée existe, on n'a jamais voulu admettre qu'elle soit au service des populations qui les envoient. Donc quand j'observe, à la fin de l'année, on vous dira qu'ils ont adopté telle loi, ils ont fait l'action gouvernementale, ils ont ceci, cela, on a voté le budget, et puis basta, on s'en va. Et on attend une autre élection qui fera encore qu'il y ait une majorité qui va continuer à ce que cela perdure. Merci. Monsieur Emile Messi, vous voudriez absolument réagir. Oui, je voudrais dire que, se fondant sur ce que Madame la doyenne a dit, je crois que ça devrait nous justifier beaucoup. C'est-à-dire, Madame la doyenne met en réalité le défi face au nouveau défi. On ne dit pas que jusque-là, le député n'a rien fait. Ces missions régaliennes, il les assume parfaitement. Voter les lois, contrôler l'action du gouvernement. Mais Madame la doyenne rappelle aux députés que face à la misère ambiante, face aux problèmes que nous vivons chaque jour, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il y a la saleté un peu partout. Nos centres de santé n'ont pas d'infirmiers. Que fait le député dans ces conditions-là? C'est la question qu'elle pose. Le député est-il libre lorsque l'on sait qu'il y a la discipline du parti? Elle dit ceci. Elle dit. Dans le parti de elle a dit, moi j'ai lu. Est-ce qu'il est interdit aux députés de se constituer même en groupe pour aller voir le problème à la base? Mais ils ont un groupe parlementaire. Qu'est-ce que tu as dit? Ils sont un groupe parlementaire. Nous commentons le discours de Madame la doyenne, qui donne de nouvelles missions aux députés. Et c'est ça qui est très important. Elle a donné de nouvelles missions. Est-ce que c'est interdit? Que c'est tel département ministériel qui fait problème? Vous vous constituez, vous arrivez là-bas. Qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi nous n'avons pas l'eau? Pourquoi nous n'avons pas d'électricité? Pourquoi il y a la saleté un peu partout? Et il a dit, ce n'est pas interdit aux députés de s'engager dans ces conditions-là pour que les données changent. Au-delà de rester à l'Assemblée nationale, attendre les projets de loi, attendre des questions orales, attendre. Il dit non, il faut faire quelque chose. Je crois que M. Mbarga, quand vous voyez la posture de cette doyenne-là, je crois qu'elle met le député face au nouveau défi de l'Assemblée nationale, qui ne doivent plus rester traditionnels, comme nous le savons. C'est-à-dire qu'attendre le mois de mars, juin, novembre, non! Que le député doit être aux côtés des populations chaque jour. Merci. Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Merci, monsieur Emile Messi. On aura vous donne la parole. Ça ne veut pas dire que les députés jusque-là ne s'il vous plaît. Même si les 12 mois qui restent, elle dit bien que ce n'est pas tard. Sinon, merci. Merci. Allez-y, monsieur Messi nous dit que le député doit se regrouper et doit se mettre en groupe. C'est Mme la doyenne qui propose. Mais ils ont un groupe parlementaire, monsieur. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Nous parlons dans l'action du député aux côtés des populations. C'est pas l'histoire de... Les députés ont un groupe parlementaire. Ils ont un groupe parlementaire. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, Nora.
Ce n'est pas de ça qu'elle parle. Bon, Nous parlons de l'action sociale. Changez donc le règlement de l'Assemblée nationale, monsieur. Oui. Je vais un peu aller, peut-être dans l'esprit de la doyenne, ça veut dire qu'on peut avoir des regroupements de députés qui vont faire du lobbying pour une situation bien précise. Peut-être pas dans le cadre du groupe parlementaire. Et peut-être c'est dans ce sens que la doyenne voudrait exhorter ses collègues à se déployer. Lorsqu'il y a par exemple une question d'électricité dans une ville, on peut quand même voir les députés sur le terrain, aller voir le ministre. Qu'est-ce qui se passe avec cette histoire d'électricité? Peut-être c'est dans ce sens. Bon, ça veut dire que quand les députés se regroupent en petits groupes pour aller voir le ministre là-bas, c'est là où c'est efficace. Mais en tant que groupe parlementaire, c'est pas efficace. C'est ce que me dit monsieur Messi. Moi, je pense pour ma part que les députés, ce que la doyenne veut nous dire, oui, si c'est ce que vous voulez traduire, c'est que réfléchissez pour ne pas donner à un groupe parlementaire la majorité à l'Assemblée nationale. Qui donne? Il y a des gens, comme disait mon collègue en face de moi, c'est que les députés sont là, n'ont jamais fait, pendant 5 ans, ne font pas une seule proposition de loi. Et c'est le groupe qui vont aller faire pour aller vers le ministre. Et les lois proviennent comment à l'Assemblée nationale? Il y a une partie qui vient du gouvernement. Il y a l'autre partie qui vient des députés. Oui. Les députés du RDPC font 5 ans, ne font pas une seule proposition de loi. C'est le groupe qui va aller faire pour aller vers le ministre. Ça veut dire que à la prochaine législature, sachez choisir les gens qui vont défendre la population à l'Assemblée nationale. Mais si vous choisissez les mêmes qui sont là pour remuer la tête, après 5 ans, la doyenne viendra encore nous dire mais les députés sont absents, ils ne font rien. En réalité, ce qu'elle veut nous dire, oui, c'est que le groupe parlementaire, le plus important qui était à l'Assemblée, empêchait les autres de travailler. Maintenant, réfléchissez pour ne plus remettre ce groupe parlementaire comme vous l'avez fait, parce qu'eux ne font jamais de propositions de loi. Ils ne critiquent jamais. Merci, honorable, pour cette traduction, version UPC du discours de la doyenne. On prend l'avis des Camerounais rapidement et même des Africains, parce qu'on nous écrit, bien évidemment, de par le monde. Bonsoir, M. Mbaga. Aujourd'hui, au Cameroun, les députés se font élire juste pour se faire de l'argent. Nombreux sont ceux qui ne connaissent pas la définition de la loi des finances. Mais dès qu'ils sont élus, la population n'a plus de leurs nouvelles. Combien de fois à l'Assemblée? C'est signé M. Amidou Yaoba à Menganga. Merci pour la contribution. Bonsoir, Info Télévision. Ces députés ne nous servent à rien, mais ils sont payés chaque mois comme si être député était fonction. Je vous rappelle qu'en Chine, les députés n'ont pas de salaire, ni les frais de session. Bonne soirée à vous sur le plateau, Stéphane, depuis l'île de Corisco, c'est en Guinée équatoriale. Merci pour la contribution. Prenons rapidement cette réaction qui nous parvient à l'instant. Stéphane, quand un député investit les salles d'attente des ministres à la recherche des marchés publics, comment peut-il contrôler l'action de ces ministres-là? C'est une excellente problématique. Bonsoir et bonne émission à vous. Vous parlez d'absentéisme à l'Assemblée nationale comme si c'est une institution véritablement fonctionnel. À quoi sert cette chambre monocolore d'une obésité légendaire à la solde d'un parti État responsable des malheurs multidimensionnels des Camerounais? Citez-moi une seule véritable loi populairement messianique votée par cette institution. Vraiment, ces personnes âgées et au crépuscule de leur existence qui gouvernent ce pays comme des colons. Merci, on en a ras le bol. C'est le docteur Ndam Amadou qui nous écrit depuis la France. Merci à vous, docteur, pour la contribution. Prenons rapidement ces contributions sur d'autres plateformes. Bonsoir Stéphane, que signifie discipline du parti? Si le député est député de la nation, la doyenne est sur les effets d'annonce. Bonne émission, je suis Roch. Merci à vous, Roch, d'avoir réagi. Bonsoir Stéphane, la plupart des députés ne vivent pas au Cameroun. Ils gagnent les marchés publics. Hilaire Deniga a réagi. Alors, Monsieur Marga, la question reste la même sur le bilan de ces 4 ans. Bilan mitigé, n'auront servi à rien, peut faire mieux, dénonciation ou alors constat tardif de la doyenne d'âge, appel
un renouvellement de confiance? Est-elle déjà en campagne? Des multiples questions que le peuple se pose. Mais la rhétorique, le constat reste le même. C'est de la Haute-Sahara Garnison, on dit qu'ils ne connaissaient même pas leurs députés. On ne va pas leur faire le procès. On va peut-être dire à ces députés-là de se bouger un peu. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils connaissent pas la vérité. Moi, je relève la contribution, monsieur. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a quand même... Ça peut être le cas aussi du SDF, hein. On ne voit pas beaucoup aussi. Non, il y a lieu de constater que les années, les 4 ans, n'ont pas servi, et comme tous les Camerounais peuvent le constater. Il y a eu énormément de grogne sociale au point où on a commencé à suspecter le député comme étant un complice de tout ce qui peut s'abattre sur la population. C'est-à-dire, vous devez porter le message, la voix d'une population auprès de là où on doit Monsieur arranger Manga, leurs à problèmes. ce niveau précisément, permettez que je vous arrête un instant. Est-ce que lorsque l'on interroge la collaboration politique de la Chambre basse du Parlement camerounais, le député camerounais peut faire autrement. Lorsqu'il est embrigadé dans les fourches, on ne va pas dire coutume, de la discipline du parti et que les instructions viennent d'un célèbre endroit situé à l'ancienne mine, ou alors d'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'il peut faire autrement que de se coucher sur les orientations de l'exécutif? Il faut donc questionner le sérieux des partis qui ont des élus à l'Assemblée nationale, parce que c'est d'abord la maison où les partis sont représentés à travers leur idéologie, à travers leurs actions et tout ce qu'ils peuvent bien proposer, et qui font en sorte qu'à l'intérieur, ils ont des élus qui doivent faire cette force-là et faire entendre cette voix. Nous avons donc des partis politiques qui ne sont pas sérieux, qui ne s'expriment pas et qui n'ont pratiquement aucun projet pour des populations. Lequel? Le SDF est sérieux? Non, mais en réalité, il faut questionner le travail de ceux qui y sont. Vous êtes à l'Assemblée, monsieur Manga. Moi, je vous dirais que le SDF est sérieux. Quel est le fait marquant du SDF durant cette mandature, par exemple? Vous voulez quel genre de fait marquant? Alors, est-ce que le SDF s'est positionné? On a suivi parfois des coups de gueule de X ou Y députés, mais on n'a pas beaucoup entendu le SDF. Ben, si vous entendez parler de X ou Y députés, il y a un qui parle à l'Assemblée nationale qui est arrivé par la voix du SDF. Et je sais que vous l'écoutez beaucoup et il parle beaucoup. Donc même s'il y a eu des distensions internes dans notre parti, mais je crois que c'est une force que nous avons mis à l'Assemblée nationale et qui s'exprime plus que d'autres députés. Vous voulez parler du député honorable Mithieu? Ben, vous avez cité en disant qu'il y a des gens qui prennent des positions, mais sachez que c'est notre formation politique qui a eu à le présenter à l'Assemblée nationale. Oui. Donc s'il y a donc des cas comme ça, vous pouvez questionner notre passé et savoir que nous avons toujours eu des gens braves et capables de s'exprimer et qui ont même modifié parfois un certain nombre de cursus des choses à l'Assemblée avec nos différentes positions, où nous sortions de la salle, où nous boycottions comme on voulait, juste pour que la voix soit entendue. Vous avez suivi tous les faits marquants qui sont arrivés à l'Assemblée, où on a même privé tout un premier ministre du micro, parce que naturellement, le député dans l'hémicycle est le patron, et que le gouvernement, en réalité, vient juste pour se soumettre ça, c'est la forme, mais la réalité, c'est que... Non, mais vous avez vu nos députés... Ça passe comme lettre à la poste, parce qu'il y a une majorité qui a été acquise favorablement à ce que ça passe comme lettre à la poste. Que vous allez vous dire à 5 ou 10 ou 15 députés contre 180 ou 170 qui peuvent naturellement dire le contraire. Oui. Donc quand vous parlez, que ce soit le SDF, le PCRN et les autres formations politiques, nous exprimons, mais vous voyez qu'il y a une majorité obèse qui s'écrase et qui impose que ça passe comme lettre à la poste. Il faut seulement entendre adopter. Même moi, je vais te donner un exemple. Moi, je te donne un exemple. Oui, quand j'étais à l'Assemblée nationale, nous avons voulu qu'on vote, nous avons fait une proposition de loi. Ouais. Sur le vote à 2 tours. Oui. Le vote à 2 tours. Vous de l'UPC? Une proposition de loi. J'étais parmi les personnes qui étaient à la tribune pour parler de ce vote à 2 tours. Mais nous étions là et le président de l'Assemblée nationale a tout fait. Il a interpellé le président du groupe parlementaire de l'UPC. Il a tout fait pour qu'on enlève cette proposition de loi, pour qu'il n'y ait pas le vote, qu'on ne discute pas sur le vote à 2 tours. Oui. Alors, quand vous envoyez une majorité extraordinaire à l'Assemblée nationale, où les gens ne savent pas ce que c'est que proposition. La faute à qui? C'est Camerounais qui les envoient là-bas et ils ne vont pas de même, honorable. Mais je suis en train de... C'est la faiblesse peut-être des discours de l'offre politique qui permet à cette majorité-là. Je viens de dire que, logiquement, la doyenne de l'Assemblée a envoyé un message à la population du Cameroun. Quand vous allez nous envoyer les députés,
sachez que ceux de ces partis politiques sont tous Elle est opportunistes. Mais c'est elle-même aussi. Elle-même aussi. Elle a l'âge de tenir de tels propos. Oui, ils sont absentéistes, ils ne font pas de propositions de loi. Parce que, l'Assemblée nationale, comment elle travaille? Le gouvernement amène des projets de loi. Oui. Les députés amènent des propositions de loi. Quand tu es à l'Assemblée nationale pendant 2 mandats, pas une seule proposition de loi, vous faites quoi là-bas? Rien du tout. Bon, violent, je même voulais le dire que lorsqu'une proposition n'a pas été retenue, Écoutez, il y a un délai qui fait en sorte qu'on l'inscrive. Monsieur Chouja, allez-y, rapidement, avant que monsieur il prenne la parole. faut croire aux industriels qui n'est-ce pas, il faut croire aux industriels que l'événement punit en cas d'erreur, au lieu que de croire aux philosophes qui tirent profit d'opinions mal fondées. Quoi, moi, je n'ai pas compris. Il faut croire aux Va doucement. industriels que l'événement punit en cas d'erreur, Oui. au lieu que de croire les philosophes qui tirent profit d'opinions mal fondées. C'est-à-dire quoi? Pour dire que quoi? Pour dire que tout ce que nous disons ici, venant de l'Assemblée nationale, et même la sortie de la doyenne, n'est-ce pas, est en train, elle est dos au mur. Elle fait un constat, Oui. constat d'échec depuis 4 ans. Alors, et si tu es parti à ce que vous dites et ce que la doyenne dit, ça veut dire qu'on va vers 5 ans pour rien. Pour rien, c'est pour rien, c'est négatif. C'est négatif. La doyenne fait un constat d'échec, aussi bien, n'est-ce pas, de son parti RDPC que de tous ceux qui travaillent à l'Assemblée nationale. Oui. C'est un constat d'échec. Mais si elle voulait être sérieuse, pourquoi donc attendre la fin? Nous sommes à 1 an. Oui. Que faisait-elle depuis? Elle dormait? Elle dormait? Elle était malade? Non, elle a souvent eu à prendre les paroles, mais peut-être qu'elle n'est pas suivie. Et puis, je voulais dire, M. Messia a dit tout à l'heure qu'il faut bousculer l'inertie. Bousculons l'inertie, c'est bien dit, mais à quel moment? Qu'est-ce qu'on faisait depuis le début? Il faut bousculer l'inertie. Voilà, n'est-ce pas, la phrase des responsables. Mais ça vient à quel moment? Tout ça, c'est de tout ça, c'est de l'esbouf. Ça, c'est l'esbouf. Ça, c'est un constat d'échec. Et puis, j'ai été content du discours de M. Vincent lorsqu'il a dit les députés sont utiles, mais pas pour la population. Ils travaillent bien à l'Assemblée nationale, mais pas pour la population. Ils sont envoyés là-bas par qui? Vous voyez? On sait comment ils font pour gagner les élections. Non, moi je ne sais pas. Moi, je sais comment ils Moi, font. je sais qu'il y a l'élection au Cameroun. Et retour sur investissement. Qu'est-ce que cela veut dire? Que veut dire retour sur investissement? Monsieur, ils ont investi leur argent pendant la campagne, pendant les élections, et puis ils veulent à blanc reprendre de l'argent. C'est ça, c'est ça la vérité. Non. Merci. C'est ça. Merci. Donc, l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, c'est un foutu. Merci. On ne va pas dire ça comme ça. Oui. C'est quand même un pouvoir. Qu'est-ce qui sort de là? Merci. Qu'est-ce qui sort de là de positif pour la population? Nous sommes en face, n'est-ce pas, des problèmes de vie chère. Oui. Nous sommes en face des problèmes de manque de route au Cameroun. Nous sommes en face des problèmes de manque d'eau potable, de manque de lumière. Nous sommes en face des problèmes, n'est-ce pas, des salaires dérisoires. Oui. Mais que fait donc les députés par rapport à tout ça? Voilà là où la population lambda attend le député ou bien le sénateur. Merci. C'est là. Merci, monsieur Ils Choucha. sont incompétents. Merci. On vous aura compris. Monsieur Messi, c'est vrai que la session va vers la fin, mais on peine véritablement à mettre une image forte d'un député sur les problèmes au quotidien qui s'amoncellent sur la tête des Camerounais. La question, que font les députés alors que la vie chère est évoquée, alors que les prix des carburants vont à la hausse, alors que le football va à la dérive au Cameroun, alors qu'il n'y a pas de route, alors que nos populations, il n'y a pas d'électricité. Où est passée cette force de proposition que devrait être l'Assemblée nationale? Où est passée cette force d'interposition même que devrait être le Parlement? Vous voyez donc que la sortie de la doyenne n'est pas gratuite. Elle-même ressasse. Sa sortie vient quand même trop tard. Tout cela. Trop tard. Et elle se pose une question. Avec tout ceci, quelle est la note qu'on devrait nous attribuer? 2 sur 20. Écoutez, vous n'avez même pas lu son discours. Elle-même répond pour mieux faire. C'est la mention qu'elle donne à ce constat. C'est-à-dire que les députés, face à ces exigences-là, a des possibilités de faire plus. C'est qu'on n'a pas fait en 4 Et ans, c'est pour ça on va le faire en un an, monsieur c'est Messi. pas possible, ça. il nous reste 12 mois. C'est ça, c'est la doyenne qui le dit. Oui. Elle n'a pas seulement parlé des choses pour ceux qui n'ont pas lu. Elle dit, il nous reste 12 mois, parce que nous sommes en mars, il y a exactement 4 ans qu'on nous a installés ici. Mais dans les 12 mois qui nous restent, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Elle dit qu'elle croit qu'on peut faire quelque chose. Stéphane Barga
moi je dis, le discours de la doyenne entre en droite ligne de la prescription présidentielle. Aucun parti politique ne peut être contre pour que le député soit aux côtés des populations, comme je l'ai entendu ici. Oui. Quand on parle de la discipline du parti, ça veut dire autre chose que ce que moi j'ai suivi ici, que les députés n'ont pas de coup de Est-ce que la discipline du parti correspond au désir des populations? Est-ce qu'elle est en adéquation avec les réalités des populations? La décision du parti n'engage que le fonctionnement du parti. Oui. C'est-à-dire, par exemple, ce que vous avez décrié au sein du SDF, où deux députés, par exemple, issus d'une même formation politique, mais se livrent à une bagarre sans merci et tout ça. Ça, c'est des petits Le chef du parti dit, je ne veux plus ça. Chacun fait exactement ce qu'il veut. C'est pour ça qu'au RDPC, la discipline du parti vient de règle. Lorsque la tête du parti a dit la philosophie, la tête du parti a dit que voilà tel que nous allons investir, par exemple, à la tête de l'Assemblée nationale, étant donné que nous avons la majorité, il est hors de question que quelqu'un d'autre revienne dire que moi aussi, je disais en marge des décisions prises par l'instance du parti. Et je voudrais préciser quelque chose de fondamental. J'ai eu à le dire. Il revient régulièrement ici que le RDPC a la majorité obèse. Je ne sais pas à quoi cela renvoie. Le RDPC a la majorité confortable. La majorité obèse signifierait que le RDPC a eu un nombre de députés qui va hors des proportions légales. Nous savons que les députés à l'Assemblée nationale, c'est 180. Est-ce que le RDPC a eu plus de 180 députés sur les 180 pour dire qu'il y a l'obésité, c'est-à-dire disproportionnée? Non! Donc, l'expression majorité obèse est très mal appropriée pour le RDPC. Le RDPC reste dans des proportions légales, dans des proportions acceptables. Tant il est vrai que nous savons que les élections dans ce pays, il y a à peine un parti politique ou deux partis politiques qui peuvent faire la moitié, solliciter la moitié. Est-ce que le RDPC est satisfait des populations avec cette majorité? Est-ce que les populations sont satisfaites? C'est pour ça que la doyenne tire la sonnette d'alarme. C'est pour ça que je vous dis que la loi fondamentale dit qu'aucun mandat impératif, il n'y a pas de mandat impératif. C'est-à-dire, une fois que vous êtes député, vous n'êtes plus lié aux prescriptions du parti dans l'action de votre mission de député. Non, je vais vous expliquer ça. Le mandat impératif est nul. Non, Monsieur Mbaga, ça veut dire que lorsque il va chuter, je vais vous donner la parole. Lorsque nous sommes députés de la nation, oui, nous travaillons pour les populations. Nous travaillons pour des lois qui puissent faire en sorte que ce pays émerge. Nous votons ces lois-là. Oui. Et nous amendons ces lois-là. Nous votons le budget qui doit faire en sorte que les populations améliorent leurs conditions de vie. Le député travaille dans le sens que les populations et aucun parti politique, moi, en tout cas au RDPC, les directives sont claires. La profession du foi du président national du parti est claire. Améliorer. Mais une fois dans là-bas, on vous appelle le député de la nation. Parce que vous ne répondez plus seulement à RDPC qui vous a fait élire, ou bien à votre circonscription qui vous a fait élire. Non! Voilà la nuance. Donc, s'il y a des députés qui ne font pas leur travail, ce n'est pas parce que le parti politique a dit ne faites pas le travail. Non, c'est faux. Et moi, je suis d'accord avec la doyenne qui doit revoir l'émission du député et mettre le profil du député. Merci. Stéphane, non, s'il vous plaît. Non, le me permet. Il ne permet pas, M. Choujem. Je vais lui expliquer ce que c'est que le député. Le mandat impératif. Le mandat impératif. Oui. Ce mandat impératif, je sais ce que c'est. Oui, parce que ça a été fait sur mon dos. Tout à fait. Ce n'est pas sur un autre député, c'est sur moi. Voilà. Parce que les députés ont fait une erreur. Ils ont accepté d'exclure leurs confrères. Oui. Parce qu'un parti politique, le député avait été élu par un parti politique. Maintenant, il estime qu'il faut prendre les positions pour défendre la ligne pour laquelle il a été élu. Bon, le parti politique, en accord avec le RDPC, a décidé de l'exclure. Les députés ont suivi ces positions. On a exclu ces députés. Et eux-mêmes se sont ressaisis. Ils disent, mais ce que nous venons de faire,
nous-mêmes, nous serons C'est victimes. votre expérience personnelle, honorable. Ce que je vous dis là, le mandat impératif, c'était ça. Hein. Oui. C'est inscrit maintenant sur la Constitution du Cameroun. On ne peut plus exclure un député, quel que soit le parti qu'il a présenté. S'il n'est plus en accord avec son parti politique, il peut travailler sans être en accord avec son parti politique. On ne peut plus l'exclure. C'est là où on a parlé de mandat impératif. Donc, ce que lui dit là, c'est autre chose. Parce que les députés ont mais je vais vous donner un élément. Allez-y. La dame, la doyenne d'âge, a parlé pour l'avenir. C'est pas pour revenir en arrière. Oui. Elle parle pour l'avenir, pour dire aux gens, aux Camerounais, ne votez plus, ne donnez plus à l'Assemblée nationale l'ensemble des députés, parce qu'ils ne feront rien. Voilà. Merci. Merci, honorable. On prend rapidement les contributions des Camerounais qui nous regardent. Elles sont nombreuses. 4 ans de villégiature, 4 ans de nombrilisme, 4 années de défense des intérêts individuels. Vraiment, le député camerounais, comment l'institution qu'il incarne est un faire-valoir. Le peuple camerounais est orphelin et c'est pas bien. Une assemblée qui n'a jamais inscrit à l'ordre du jour les problématiques existentielles des Camerounais. Mon frère du RDPC, faites preuve d'honnêteté, d'objectivité et de rationalité en avant l'échec de votre famille politique. Vos arguments s'assimilent à de la vervothérapie Aïe, aïe, aïe. et du phraséologisme. Quel vocabulaire. Merci, docteur Ndam. C'est vrai que maladie est grave, hein. moi-même, je reste C'est la police de perplexe. la vérité sur ce plateau. On dit tout ça. Merci, cher docteur Ndam Amadou. Monsieur Messi décrit la dictature où il y a un Dieu dont la parole ne saurait être remise en cause. Sinon, comment comprendre que Monsieur Messi affirme que quand le chef a dit à droite, personne ne respecte. Monsieur Zigli, merci pour la contribution. On C'est prend ça la discipline du rapidement celle-ci. Bonsoir à vous sur le plateau. Le député UPC là n'a absolument pas compris le discours de la doyenne. En plus, il parle des lois initiées par les parlementaires et il tire sur le RDPC lui-même qui est là durant sa mandature. Il a proposé combien de lois? Ils sont tous les mêmes, ces députés, quel que soit le parti. Inutile, précisait-il. Pour chuter. Rebonsoir, monsieur Messi nous prouve que le député n'est pas utile. C'est aujourd'hui que le député apprend qu'il est élu de la nation. C'est aujourd'hui que le député sait qu'il doit être au contact de la population. Même la doyenne fait dans la distraction. C'est justement parce qu'elle a vu le bilan social des députés qui est néant qu'elle fait cette sortie. Les défis que M. Messi énonce, attendez, est-ce que c'est aujourd'hui qu'ils sont apparus? La misère, le manque d'électricité, l'eau, datent-ils d'aujourd'hui? Ce sont des problèmes qui datent peut-être depuis la création du Cameroun, mais qui perdurent justement parce que personne ne fait véritablement son travail. Les députés travaillent pour eux. Les députés travaillent pour eux et pour ceux qui les ont mis là-bas. Et c'est pareil pour les députés de l'opposition. Qu'est-ce que les députés de l'opposition ont fait à leur niveau pour améliorer le quotidien des Camerounais? La doyenne veut que les députés fassent exactement comme M. Paul Biya, ce qu'il a été... Bref, exactement comme ce qu'ils ont été incapables de faire en 4 ans, ils vont le faire par chimie en 1 an. Il y a une puissante sorcellerie au Cameroun. Merci à vous, cher Franck Demana, pour la contribution. Rapidement, on en prend sur l'autre plateforme de réception. N'hésitez pas à participer. Info TV vous donne véritablement la parole parce que l'Assemblée nous parle et elle nous concerne, nous tous. Bonsoir. Lorsque la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale fait le constat de l'absentéisme des députés, c'est en réalité poser le problème ici du rôle des députés, car beaucoup sont élus sans même savoir quel est le véritable rôle des élus de la nation. En effet, on dit bien élus de la nation et non élus du gouvernement. Comment comprendre que les députés du RDPC, et je parle ici d'eux parce qu'ils sont majoritaires, comment comprendre donc qu'en une mandature, qu'en une mandature, ce député ne fasse pas des propositions de loi. Ils sont donc élus sur quelle base? Il me semble que c'est sur la base d'un programme politique, des problèmes qu'ils ont promis résoudre, des promesses d'amélioration des conditions de vie des populations.
Merci Patrick Biébé, Selcom du parti Jouvence. Merci à vous. Et bien des choses au leader Valère Bessala. Bonsoir le panel. Pour moi, madame a fait un constat réel, mais mieux vaut tard que jamais, quand même. Merci à vous Clément Aman depuis Garoua. On va prendre au pied de course d'autres contributions. Non, on va s'arrêter là. Prendre un tout dernier avis sur la question. Alors, monsieur Chougem, Oui. une mandature qui s'achève, 0 bilan. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des meilleurs castings en termes d'élus. On exhorte les partis à présenter des meilleurs profils. Qu'est-ce qu'on fait rapidement, en une minute? Ce qu'on fait, c'est que moi, je crois que la doyenne d'âge est déjà en train, n'est-ce pas, elle se situe dans le futur. Les élections législatives, c'est dans un an. Oui. Les élections législatives sont prévues pour février 2025. Elle est déjà dans la mouvance, n'est-ce pas, malgré le constat d'échec. Parce que lorsque M. Messi dit que le RDPC n'a pas une majorité obèse, mais moi, je voulais dire que la majorité soit obèse, qu'elle soit absolue, qu'elle soit minoritaire, majorité égale majorité. Majorité égale majorité, rien à faire. Et maintenant, le RDPC a-t-il satisfait la population avec sa majorité? La réponse est négative. La réponse est non, non et non. On va pas permettre aux Camerounais de répondre lors des prochaines consultations électorales. Non, nous sommes en train de parler de faits. Mais ce qui se passe. On va la permettre de sanctionner. Et maintenant, la question, ou alors d'approuver la de façon réaliste, n'est-ce pas, pour revenir sur la déclaration de la doyenne d'âge, il faut dire que ça, c'est de la distorsion. Ça, c'est même du populisme. C'est même de la démagogie. Comment ça? Parce qu'elle fait une déclaration au moment où, n'est-ce pas, son mandat est en train de prendre fin. Mais c'est quand ça prend un constat. Non mais, Tout le monde, quand ça prend un constat. on fait un constat, on fait pour les erreurs à temps. Pour ne pas les temps. Mais il y a une autre législative. Pour ne pas les temps. Il y a une autre législative qui va arriver. Pour aller monsieur. corrompre encore, c'est ça? Merci, monsieur Chougem. Monsieur Messi, qu'est-ce qu'on fait? La doyenne d'âge a parlé. Il y a des renouvellements ou alors des mises à l'écart, ceux qui sont attendus au perchoir des différentes chambres. Il y a une routine parlementaire qui voudrait qu'il reste à peine un an. Qu'est-ce qu'on fait? Que proposez-vous aux Camerounais? Pensez qu'il y a un thème qui nous reste. Il y a un thème qui nous reste. Alors que justement, il y a cette année électorale qui arrive. Non, l'Assemblée nationale, ce n'est pas du catastrophisme. Il me semble que tous les projets de loi qui ont été présentés à l'Assemblée nationale pour l'instant ont été régulièrement votés et adoptés et promulgués. Donc l'Assemblée nationale fait son travail. Il y a un ensemble de questions orales qui sont régulièrement adressées aux membres du gouvernement sur des questions diverses. Il y a pas mal de commissions de ceci, de cela que les parlementaires font. Mais ce qui est là, c'est que ce qu'on va faire, c'est quoi? Sur le bureau d'âge qui aura peut-être quelques jours, et puis on va élire un président de bureau, et puis l'Assemblée nationale va trouver sa sérénité. Merci. Je pense que le RDPC ayant une majorité confortable, pour le moment, tout se passe très bien. Et je crois que, Tout se passe très bien. comme Madame la doyenne l'a dit, les 1 an qui restent, on peut encore réaliser beaucoup d'autres choses. Merci. Monsieur Mbarga, rapidement, en une minute, qu'est-ce qu'on fait? Quelle proposition? La doyenne a planté le décor. Ce qui se passe, c'est qu'à l'Assemblée nationale, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons constater que c'est une chambre d'enregistrement où les gens ne font Chambre pas d'enregistrement. Nous l'avons constaté depuis fort longtemps. On a fait des propositions pour que ça s'améliore, mais que non. Monsieur Messi parle de majorité confortable. Il refuse majorité obèse. Alors qu'elle est obèse, au moment où on convoque l'Assemblée nationale, vous avez les élus de la nation et les élus du gouvernement qui viennent se retrouver. Et tous qui sont élus au gouvernement sont majoritairement RDPC qui viennent défendre des lois que eux, la majorité, les élus de la nation, doivent voter. Donc quand vous voyez quelqu'un qui vient, il présente quelque chose et qu'il est du même bord politique, vous comptez que celui-là, il est d'où? Lorsque vous comptez vos élus, vous comptez ceux qui viennent représenter le gouvernement à travers des projets de loi qu'ils viennent défendre. Je crois que ce sont toujours la même famille politique qui viennent demander quelque chose et soumet à d'autres qui sont élus cette faculté-là de voter. Donc c'est une majorité obèse qu'il faut accepter parce qu'au-delà de ceux qui sont 180 députés élus, nous avons d'autres élus que le gouvernement vient proposer pour les projets du gouvernement et qui seront Merci, M. Marga.
promulguée par le chef de l'État. Donc moi je sais que vous êtes tellement nombreux que cette majorité-là ne saurait nous servir à partir du moment où votre famille politique nous donne. Je ne vais pas durer parce qu'il y a encore un thème qu'on n'a pas encore abordé. Oui, rapidement. Moi, je vais dire qu'à l'Assemblée nationale, il y a deux voies par lesquelles les lois sont élues à l'Assemblée, proviennent à l'Assemblée, sont déposées au bureau de l'Assemblée. Soit c'est des propositions de loi qui viennent des députés, soit c'est des projets de loi qui viennent du gouvernement. Effectivement. Mais quand tu as une majorité de 170 députés sur 180 et qu'aucune proposition de loi pendant 5 ans, c'est pour ça que j'ai dit à la doyenne, tu as bien dit aux gens, vous qui allez voter les députés prochainement, tenez compte qu'il y a des gens qui sont là pour écouter, qui ne font rien pour vous. Merci. Et je pense que c'est ce qu'elle a voulu nous dire. Moi, son discours, je l'accepte, j'applaudis des deux mains. Vous applaudissez les deux mains, honorable, et c'est par vos mots que nous sortons de cette problématique liée à l'Assemblée nationale pour rapidement, au pas de course, désormais, nous projeter vers une autre actualité, celle-là qui aura abondamment aussi fait réagir au sein sur la toile et même ailleurs. Michel Gabriel Chougem, nous avons vu, et là je vais vous demander de répondre de façon très brève, le président Paul Biya du côté du centre ophtalmologique d'Obac, c'est en périphérie de Yaoundé. C'est vrai que le chef d'État se déplace très rarement, sa communication est maîtrisée, mais nous avons vu des images, et nous avons vu le chef de l'État saluant le personnel. Alors beaucoup sont interrogés sur l'opportunité de cette communication et de cette sortie, et beaucoup ont imaginé un président Paul Biya déjà en campagne. Bon, ces gens-là savent sur quoi ils se fondent pour le dire, hein. Mais moi, par rapport aux informations que j'ai reçues au sujet de cette visite du président Biya dans cet hôpital d'Oba, qui est une banlieue de Yaoundé, il a été reçu par le directeur général de cet hôpital, M. Henri Colbé, et paraît-il même qu'il a été, n'est-ce pas, qu'il a bénéficié de certains soins ophtalmologiques là-bas. Donc, je n'ai pas, à mon avis, n'est-ce pas, des arguments qui me permettent de dire que M. Biya est déjà en campagne électorale. Par rapport à ce que j'ai suivi, qui peuvent être vraies, qui peuvent être fausses. Je crois plutôt qu'il est parti, n'est-ce pas, recevoir quelques soins ophtalmologiques de la part, n'est-ce pas, de son compatriote, mais le DG. Notons que ce DG de l'hôpital de Bac, là, lui a été formé en Suisse. C'est un médecin qui est reconnu sur le plan international. Merci, M. Chougem. Monsieur Messi, le président, je l'ai dit, sort très peu. Un homme qui a fait du mystère et du secret sa marque de fabrique. Une communication maîtrisée, toujours 10 sur 10 à ce niveau. Mais il a accepté qu'il y ait ces photos où on le voit à l'écoute, où on le voit aux côtés d'un corps social parfois pas très privilégié, les médecins, les infirmiers. Le président Biya est-il déjà en campagne pour séduire ce corps électoral? Bon, c'est vrai que tout geste d'un homme politique peut d'abord s'interpréter politiquement. Mais n'oubliez pas aussi que le chef de l'État, c'est aussi un citoyen. C'est quelqu'un qui peut aussi avoir mal aux yeux. C'est quelqu'un qui peut aussi avoir besoin de services. Et lors du premier sujet, je vous liais déjà à cette sortie-là par rapport à cette mesure qu'il avait déjà eu à prendre par rapport aux évacuations sanitaires. Moi, je me dis que lui-même donne le temps par rapport à cette consultation-là, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrites aussi, qui peuvent se dire, mais lui nous interdit d'aller se soigner en Europe. Est-ce que lui-même se soigne ici? Voilà donc le chef de l'État, s'il fallait interpréter de façon réaliste, qui vous prouve que moi-même, je vous montre l'exemple, que je peux me consulter désormais à Obac, une banlieue, comme vous l'avez dit, pas loin de Okola, parce que par partir à l'arrondissement d'Okola. Donc, pour dire que le chef de l'État, dans la réduction du train de vie de l'État, prouve à ses autres montre l'exemple que des problèmes de santé, nous pouvons d'abord les gérer sur place. Et puis, si c'est à la demande du médecin, on verra, parce qu'il n'a pas interdit systématiquement les évacuations. Mais il faudra une autorisation préalable. Donc, il allait se faire consulter. Et je crois que c'est tout ce qu'il faut lui dessus. C'est ce que moi, citoyen, c'est un centre de santé. Il ne va pas aller faire la campagne politique, tout ça. Je crois que c'est un citoyen, comme tu me l'as dit. Il allait se faire consulter. Je crois que nous devons faire confiance à nos hôpitaux, à nos centres hospitaliers. Et je crois que par là, nous allons également réduire
considérablement le train de vie de l'État. Merci. Honorable Soman, président Paul Biya à Aubac, il donne l'exemple. Je ne parle pas d'exemple. Le président Biya est allé dans un hôpital pour se faire ausculter. Il est allé de nuit, il faut le préciser. Comment? De nuit. Il est allé dans un hôpital pour se faire consulter. Moi, je dis que j'étais en Europe, j'ai vécu en Europe, j'ai vu des chefs d'État aller dans des hôpitaux se faire consulter. Oui. Je ne trouve pas ça extraordinaire. J'ai vu le président Biya sur la photo là tout à l'heure, assis. Comme moi, je vais souvent dans cet hôpital. Je m'assois comme ça, j'attends mon tour. Tout à fait. Je l'ai vu assis. Je ne trouve vraiment pas quelque chose d'extraordinaire. Mais voilà comment il est assis. Comme tout citoyen, il est assis, il attend son tour. Mais comme c'est le chef d'État, quand il va là-bas, il va avec son équipe, avec son entourage. Donc moi, je trouve pas... Ceux qui disaient qu'ils allaient s'attaquer à lui quand ils vont dans les hôpitaux, ils abandonnent les hôpitaux. Donc voilà qu'il faut changer de maintenant, il va dans un hôpital de Camerounais. Ah, on dit, mais peut-être c'est la campagne qu'il a commencé. Non, ça ne sert à rien. Le type va dans un hôpital se faire ausculter. Moi, je ne trouve pas... Vraiment, je ne trouve rien à dire. Rien à dire dessus. Monsieur Baga. Certes, ça peut se lire comme tout homme, tout Camerounais qui peut aller à l'hôpital. Oui. N'oublions pas que c'est un homme politique qui ne nous a jamais habitués à ce genre de gestes. Oui. Et lorsqu'il pose ça, nous commençons à... Comment vous l'interprétez? Politique comme un début de campagne qu'il est en train de faire. C'est-à-dire se rapprocher des populations dont il faudra séduire demain, commence par se soigner avec ces populations dans les mêmes hôpitaux. Quand on dit que nous avons un meilleur médecin, il fait dans les yeux dans cet hôpital, il vous montre un exemple en vous rapprochant de ça. Moi, je pense que c'est pas aujourd'hui que le président Biya peut commencer à avoir mal aux yeux. Et avec son âge, il souffre certainement d'un problème des yeux depuis, et il se soigne où? Parce que depuis 5 ans que cet hôpital existe, que ce médecin fait des exploits, il a quand même des problèmes, ne serait-ce que pour se consulter, une routine. Mais je sais pertinemment qu'il a habitué les Camerounais à ne pas se soigner ici. Il se soignait en Occident. Il prenait des longs séjours pour y aller. Et je sais que la santé est le seul domaine où on ne peut pas déléguer le pouvoir ou les signatures. C'est-à-dire, va te consulter à ma place, va prendre l'injection à ma place. Non, si c'est mon corps qui est malade, une manœuvre politique. Non, il y a une manœuvre politique, mais il y a aussi une question naturelle. Oui. Il est âgé, il peut bien vouloir aller à l'hôpital, surtout qu'on célèbre ce médecin pour des exploits. En 5 ans, plus de 10 000 ou 15 000 opérations réussies, et qui chante à travers le monde entier. Donc je me dis, il peut être, cette reconnaissance-là peut intervenir, et que peut-être, qui sait, ça peut être son médecin qui se dit, j'ai un meilleur élément, et cet élément-là, je préfère m'en douter si j'ai besoin de ces services. C'est une fierté camerounaise. Donc, mais je ne mets pas de côté. Parce que pourquoi à cette période où nous ne sommes pas très loin, où les campagnes électorales pourraient bien être évoquées, mais si c'est maintenant qu'il a mal aux yeux, si c'est maintenant que le mal de le temps est arrivé. 30 secondes. 30 secondes. Moi, je vais souvent dans cet hôpital avec ma femme. Et j'ai apprécié cet hôpital. Oui. On peut manger aux toilettes. C'est propre. Parce que c'est propre. Oui. Moi, j'étais content. Chaque fois que je vais là-bas, je suis content. Donc, moi, quand je vois que le chef d'État va là-bas, je suis content. Vous êtes encore plus rassuré. Juste pour dire à la suite d'Olivier du SDF que lorsqu'on sait que depuis des années, n'est-ce pas, auparavant, le président Biya allait se faire soigner généralement en Suisse, tout le monde le sait. Et quand ils allaient là-bas, ils faisaient des semaines, des mois, parfois, avant de revenir. Et lorsqu'on sait que c'est peut-être pour l'une des premières fois qu'il se fait soigner au Cameroun, on peut, n'est-ce pas, donner du crédit à ce que Olivier dit. Merci à vous, chers messieurs, pour ces presque 1h52 de direct passé sur Info TV. Nous avons épilogué sur les différentes problématiques à l'ordre du soir. Tout de suite sur Info TV, c'est le 19h, ce sera une affaire d'Hermine Ilouga, version langue de Shakespeare. Elle reviendra sur l'essentiel, la quintessence de l'actualité d'ici, mais surtout d'ailleurs, je l'ai dit en langue de Shakespeare. 20h, Claude Jansa sera là
justement pour le même exercice. Elle vous baladera à travers les dédales de toutes les informations de notre pays et même du monde. Ça sera, je l'ai dit, une affaire de Claudia Nsa. L'information, c'est la ressource principale sur Info TV. Quant à nous, chers messieurs, chères dames qui nous suivez au quotidien, nous nous retrouvons bien évidemment sur la même antenne, toujours avec le même bonheur et le même plaisir. Bonne continuation de soirée.